Bonjour, je suis Karine Dupuis, déléguée générale de l'IRDSU et je suis ravie de vous accueillir pour ce premier décryptage qui vous est proposé aujourd'hui. L'objectif de ce rendez-vous est de permettre à des professionnels d'échanger entre eux sur une thématique, une question qui vient réinterroger leur pratique professionnelle. Notre séquence se déroulera en 5 temps. Khalid Ida Ali, président de l'IRDSU, fera une introduction qui sera suivie par une intervention d'Olivier Noël, chercheur à l'ISCRA, qui a fait de la lutte contre les discriminations le sujet de ses travaux depuis plus d'une quinzaine d'années. Ensuite, nous conserverons un temps assez long pour débattre entre nous, tant que nous essaierons de conserver très interactif. Et à la fin de notre séquence, nous nous interrogerons sur les façons dont vous voulez prolonger ce premier débat. Je laisse donc la parole à Khalid Ida Ali, président de l'IRDSU, pour l'introduction. Merci. Bien, bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue à cette première édition d'un nouveau format, décryptage, que l'on a souhaité monter et inscrire dans notre fonction LabDinsu et enrichir notre offre de production d'intelligence collective. Dans notre communiqué du 9 novembre, on faisait part de nos inquiétudes quant à une évolution globale du discours public de plus en plus inquiétante et qui ne se limitait pas aux habituels débordements marginaux, mais s'installait de façon pérenne en se transformant même en politique publique. Le recours à des concepts creux, disqualifiants, le manque d'analyse entraîne le pays dans un brouillage et installe un climat très dangereux de défiance et de méfiance généralisée, pour ne pas dire de ressentiment. Islam, islamisme, complotisme, conspirationnisme, communautarisme, séparatisme, terrorisme, laïcité. Comment penser nous entendre si la référence au mot renvoie à des réalités complètement différentes ? Il y a donc un enjeu très important de nous accorder sur la sémantique. Bref, plutôt que de produire du commun, la machine à exclure, à stigmatiser bat son plein. Et on s'inquiétait à l'époque des dérives autoritaires et arbitraires que l'on sentait poindre, et cela n'a pas loupé. On va s'arrêter sur l'événement qui concerne la Fédération nationale des centres sociaux, qui a invité la ministre à assister à une restitution d'un regroupement de jeunes qui se sont interrogés sur les questions de religion et qui ont interrogé la religion, la laïcité. Et ça n'a pas du tout plu, la teneur des propos n'ont pas plu à la ministre, et elle a diligenté une enquête, une inspection sur la Fédération nationale des centres sociaux. Et donc ça interroge tous les mouvements d'éducation populaire qui se retrouvent dans une injonction paradoxale où on les invite finalement à faire parler les habitants, les premiers concernés, mais en même temps ne pas vouloir entendre ce qu'ils disent. Et dans un contexte général où on interroge la liberté d'expression, pour le coup c'était assez intéressant. Mais l'événement n'était pas le seul. On a demandé la dissolution, le gouvernement a demandé la dissolution de plusieurs associations, dont le CCIF, Collectif contre l'islamophobie en France. Et donc, je ne comprenais pas la référence, en tout cas le concept de cette structure était plutôt, je vais dire, vertueuse, en tout cas un petit peu comme la lutte contre l'antisémitisme, celle contre l'islamophobie, même si on sait que le terme est contesté par certains. En tout cas, il ne renvoie pas à quelque chose de négatif, selon moi. Je me suis dit, peut-être que tu as raté quelque chose, et j'ai commencé à chercher. Et j'ai creusé, et j'ai rien trouvé, je n'ai rien lu. Et je me suis dit, mais finalement, ne serait-ce que la référence au mot islam est devenue tellement sulfureuse que tous les concepts qui y renvoient deviennent quasi délictuels. Et on a reproché à des hommes politiques d'avoir participé à cette manifestation, à une manifestation contre l'islamophobie qui a effectivement été dense, importante, et dont les slogans renvoyaient à la République, à la laïcité, qui devait nous protéger, et donc bref, une manifestation républicaine pour l'heure. Et de me dire, là, on est en train de produire une rupture finalement, et c'est très inquiétant. On n'est pas... C'est un sujet qui est dangereux, bref. Donc c'est un vrai sujet de cohésion sociale, de démocratie. Et on a donc le plaisir d'accueillir Olivier Noël qui a accepté de nous accompagner pour ce premier propos plénier, mais aussi pour les groupes de travail qui vont suivre et qui pour le coup, eux, seront réservés aux membres de l'IRDSU, aux adhérents, pour permettre et faciliter l'échange. J'invite donc tous ceux qui ne sont pas adhérents à l'IRDSU à venir nous rejoindre pour contribuer à nos travaux et venir les enrichir de par leur expertise finalement, puisqu'on est tous détenteurs d'un peu de savoir, et c'est le cumul de tout ça qui fait la richesse de nos productions.
Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Olivier. Et là-dessus, donc la secrétaire d'État donc le perçoit extrêmement mal, et donc du coup elle est assez fâchée, vexée par ce qui est dit, et donc elle explique en fait elle n'est pas d'accord avec ce qu'elles disent, y compris alors les jeunes soulèvent des questions de discrimination. Alors dans la presse, alors moi je n'étais pas présent, donc je ne peux m'appuyer que ce qui a été relayé par la presse. Les jeunes font référence aussi notamment aux questions de discrimination, font référence à la question des violences policières. Et là-dessus, à chaque fois, du coup, la secrétaire d'État visiblement considère qu'en fait les propos qu'il relève en fait relèvent de la plainte, donc ce qui est quand même un processus assez classique. Et donc dans ce contexte-là, donc on a une situation de polémique, donc qui est de mon point de vue assez classique, assez banale, elle est assez emblématique de cette difficile échange entre des jeunes notamment, et puis accompagnés par des acteurs du développement social que sont les centres sociaux. Et donc dans ce contexte-là, la secrétaire d'État considère qu'en fait les jeunes en fait ont été mal accompagnés. Donc c'est en tout cas ce qu'elle dit de façon assez précise dans le magazine Le Point, et elle diligente en fait une inspection pour voir finalement comment ces jeunes ont été accompagnés et comment ils ont pu en arriver là. Et donc dans ce contexte-là, si vous voulez, ce qui est important de voir, c'est quelque chose qui, à mon sens, relève de ce que Jacques Rancière appelle la mésentente. Donc en fait, on se rend compte qu'il y a en fait un non-point de discussion entre le travail des centres sociaux, qui en fait est un travail qui s'initie quelques années plus tôt, puisque depuis 2013, la Fédération des centres sociaux a inscrit dans son programme d'action la question du développement du pouvoir d'agir, qui lui-même en fait s'inscrit dans des cadres théoriques assez anciens, puisque en tout cas, pour toutes les personnes qui font référence à ces questions, donc la Bible, la Torah ou le Coran de ceux qui travaillent autour des questions de démocratie, c'est l'ouvrage de John Dewey, donc qui s'appelle le public et ses problèmes, qui invite à la question de la démocratie radicale, et donc pour lequel effectivement le point de vue des personnes concernées est déterminant dans la façon de définir les problèmes publics. Or, si vous voulez, ce à quoi on est confronté là, c'est qu'en fait c'est assez contraire, sinon j'ai envie de dire assez radicalement contraire à la façon dont on produit en France les politiques publiques. On est dans une tradition qui reste assez largement jacobine, où finalement les problèmes publics et la définition des problèmes publics et les politiques publiques qui s'en suivent sont définis principalement par des élites politiques, des élites administratives, des élites intellectuelles. Et finalement, si vous voulez, ça va vraiment à l'encontre de cet état d'esprit, donc cette philosophie à laquelle invité donc, il y a fort longtemps John Dewey, donc ses travaux, notamment l'ouvrage auquel je fais référence, le public et ses problèmes, date de 1927, donc c'est pas une idée nouvelle, c'est une idée qui est très ancienne, qui a beaucoup alimenté la question de la démocratie libérale, de la social-démocratie. Or aujourd'hui, si vous voulez, on voit bien que on est dans une injonction contradictoire, c'est-à-dire qu'en permanence, finalement, on demande aux acteurs du développement social, donc ici les centres sociaux, mais demain ça peut être des acteurs de la politique de la ville, à qui on demande de faire participer les populations, à qui on demande de développer le pouvoir d'agir. Or, dès lors qu'en fait les personnes formulent leurs problèmes, et c'est là où la notion de mésentente est assez intéressante, qu'on trouve chez Jacques Rancière. Je vais citer une phrase qu'il dit dans son ouvrage qui s'appelle précisément La mésentente, philosophie et politique. Il dit « Il y a de la politique lorsque la logique supposée naturelle de la domination est traversée par l'égalité. Cela veut dire qu'il n'y a pas toujours de la politique, il y en a même peu et rarement. » Et donc, si vous voulez, on voit bien que là, il y a la question de la domination, c'est-à-dire qui est finalement assez présente, assez inscrite, qui est assez contraire à la question de la démocratie.
Et donc, si vous voulez, la mésentente et la polémique qui va s'en suivre, finalement, renvoie véritablement à ce point de tension qu'il y a entre finalement une injonction qui est faite aux acteurs d'éléments sociaux, favoriser l'expression des personnes concernées, et puis tout à coup, dès lors que la rencontre se fait avec l'institution, eh bien, on voit qu'il y a là en fait une situation de blocage, et donc c'est assez intéressant de voir la façon dont à la fois la secrétaire d'État en parle, et puis la Fédération des centres sociaux. Je vais donner quelques extraits. D'un côté, on a la secrétaire d'État qui, dans l'entretien qu'elle accorde au point, dit qu'il faut respecter le pacte républicain. Il faut, alors un petit peu plus loin, elle dit c'est à nous, adultes, de donner des repères. Nous devons transmettre les valeurs de la République. Et donc là, on est dans une logique qui est une logique descendante. En fait, finalement, il appartient aux adultes, aux institutions, de définir finalement la bonne façon de voir les choses. Et à contrario, le président de la Fédération des centres sociaux, donc qui lui répond par presse interposée, dit notre façon de faire, c'est de partir de ce que les gens pensent et vivent. On ne connaît pas de citoyen théorique épris par essence de liberté, d'égalité, de fraternité. On ne l'a jamais croisé. Ce citoyen-là, nous, c'est avec lui que semblait parler Madame El Haïry. Et donc, si vous voulez, on a là un point de tension finalement entre une logique qui est assez classiquement descendante, une autre qui est finalement ascendante, c'est comment on fabrique de la démocratie, et dans la façon de fabriquer la démocratie, si on suit la piste du pragmatisme et ce à quoi nous a invité John Dewey il y a près de 100 ans maintenant, la question c'est, la question des conséquences. La question, c'est pas la question des intentions, c'est dans ce qu'on produit, finalement, quelles sont les conséquences. La question de la méthode, c'est la méthode de l'expérimentation. Donc, effectivement, on met des jeunes en groupe, en discussion. Donc, effectivement, ils vont dire un certain nombre de choses. Et donc, si vous voulez, pour Dewey, en fait, l'expérimentation, en fait, c'est la méthode de la démocratie. Et donc là, effectivement, on est dans une approche qui est une approche expérimentale. Donc, effectivement, les jeunes, en tout cas, expriment leur point de vue. Que l'on soit d'accord ou pas avec eux, en fait, c'est une voie démocratique. Et donc, si vous voulez, là, on est vraiment dans cette difficulté à faire émerger, en fait, une façon, par les personnes concernées, de définir les problèmes et les problèmes publics. Et ça, du coup, si vous voulez, ça met véritablement en tension les professionnels du développement social à qui l'on demande tour à tour, par moment, de favoriser l'expression des personnes concernées, et puis à d'autres, finalement, d'être les relais de politique, de logique descendante. Et donc, si vous voulez, ce qui me paraît vraiment important, c'est comment on se sort de ça. Donc là, on voit bien que bon, ça s'est assez mal passé, que finalement, dans l'entretien que la secrétaire d'État accorde au l'hebdomadaire Le Point, elle dit finalement, je ne remets pas en cause la parole des jeunes. Donc elle dit en fait, je ne remets pas en cause la parole des jeunes, mais par contre, je remets assez clairement en cause les adultes qui ont accompagné ces jeunes. Et donc, elle ajoute que finalement, les jeunes qui étaient présents à Poitiers ne seraient pas représentatifs de la jeunesse, ou ils auraient été finalement instrumentalisés. Donc, il y a finalement ces deux hypothèses qui peuvent être présentes. Et donc là, si vous voulez, on voit comment ça met en difficulté, alors là, ici, en l'occurrence, la Fédération des centres sociaux, dans son travail. Or, si vous voulez, lorsque ils font ça, finalement, ils ne font que faire ce qu'il leur est demandé de faire, c'est-à-dire finalement comment on met en discussion. Et donc, on voit bien que si on propose un espace de discussion démocratique, c'est pas pour définir préalablement la façon dont on pose les problèmes et les thèmes que l'on va choisir, etc., etc. Et donc, ça, je pense que c'est vraiment, si vous voulez, un enjeu donc, qui est inhérent au développement social. Et donc, si vous voulez, dans ce moment-là, la question, c'est comment on sort de cette injonction contradictoire. Alors, il n'y a pas de recette miracle. Alors, moi, j'aime pas trop le terme d'expert, parce qu'en fait, l'expert, ça voudrait dire que finalement, on a des réponses précises aux questions qui sont posées. Moi, je suis un chercheur, donc effectivement, j'expérimente, comme l'a invité à le faire il y a fort longtemps John Dewey. Donc, effectivement,
ce que disent les jeunes ici à Poitiers, c'est des choses que j'ai entendues 1000 fois dans mes entretiens, dans le travail que j'ai pu faire, non seulement avec la Fédération de centres sociaux, mais aussi avec les missions locales, mais aussi parfois dans des actions conduites sur des territoires de la politique de la ville. Et donc finalement, la façon dont pensent les jeunes qui étaient invités me paraît, moi, au contraire, assez représentative de la façon dont aujourd'hui la jeunesse pense, la jeunesse notamment des quartiers populaires. Et ça, je pense que c'est un enjeu assez fondamental aujourd'hui de savoir finalement comment on arrive à faire entendre ce point de vue, comment on fait en sorte que ce point de vue soit écouté. Parce que, si vous voulez, ce que dit John Dewey, qui me paraît extrêmement important, c'est que, du coup, celles et ceux qui décident des politiques publiques prennent des décisions dont ils ne mesureront pas les conséquences. Or, si vous voulez, ce qui est important, c'est que précisément, celles et ceux qui les mesurent, les conséquences, à la fois les personnes concernées, donc effectivement, les publics ont des choses à dire sur les orientations politiques qui sont prises, sur les questions de laïcité, sur les questions de séparatisme, etc. Et c'est aussi les professionnels. Or, si vous voulez, ce qu'on observe depuis un certain nombre d'années, c'est que, alors si on prend l'exemple notamment aujourd'hui, toute la question donc autour de la laïcité, hein, donc en fait c'est une question qui est assez fortement polémique, elle aussi, qui voit s'affronter des camps, etc. La question, au-delà on va dire des conceptions idéologiques, hein, finalement ce qu'on peut penser de ce que doit être la laïcité, moi ce qui me paraît important, c'est de voir finalement quelles sont les conséquences des conceptions de la laïcité qu'on va mettre en œuvre. Et du coup, pour en mesurer les conséquences, il me semble impératif, indispensable, non seulement de questionner les personnes qui vont en subir les conséquences, les publics, mais aussi les professionnels. Et c'est vrai que si on prend, je prenais cet exemple-là, la loi de 2004 auquel les jeunes font référence, qui a été assez longuement étudiée, assez finement étudiée, je pense par Françoise Lorcerie notamment, donc, qui a écrit un ouvrage qui s'intitule la politique du voile, en fait, une entreprise politique. Donc, en fait, c'est une entreprise politique par le haut. Donc, en fait, effectivement, avec des personnes qui vont chercher à promouvoir une conception de la laïcité qu'ils cherchent à défendre, alors, ce qui est en démocratie, bien entendu, légitime. Sauf qu'en fait, ce qu'on observe, c'est que finalement, cette promotion est plutôt portée par des personnes qui sont dans les élites, qui finalement ne mesurent pas les conséquences concrètes des choix politiques qu'elles opèrent, alors qu'à contrario, si vous voulez, celles et ceux qui quotidiennement sur le terrain vont agir, et notamment c'est le cas en 2004, les enseignants en fait n'ont jamais été sollicités pour donner leur avis sur est-ce qu'ils étaient favorables ou pas à la mise en œuvre de cette nouvelle orientation normative. Et ça me paraît important parce qu'on voit bien que dans le contexte actuel, ces débats se rejouent, et donc, y compris avec la question donc, qui va être débattue la semaine prochaine du séparatisme. Et si vous voulez, il me semble que par rapport à ça, si on doit trouver un point d'entente, finalement, donc, puisque aujourd'hui, on a une espèce d'incantation républicaine, donc en fait, le mot de la République, en fait, est en permanence sur la bouche de nos décideurs. Moi, je trouve assez intéressant de ce point de vue-là de réfléchir finalement non pas ce que devrait être la République, hein, c'est-à-dire une République faite de liberté, d'égalité, de fraternité, mais ce qu'elle est concrètement. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui me paraît fondamental, c'est-à-dire comment on met concrètement au travail la question de la liberté, comment on la met concrètement, donc là précisément, donc la liberté d'expression, comment à un moment donné on peut exprimer en fait un désaccord avec les textes de loi, avec des orientations, comment on met concrètement en œuvre la question de l'égalité, donc c'est à la fois la question non seulement des discriminations, mais aussi des inégalités. Et puis, effectivement, comment ça peut permettre de fabriquer la fraternité, comment ça peut permettre de faire vivre effectivement le principe de laïcité. Mais ça, si vous voulez, ça implique un véritable travail critique. Et là-dessus, moi, j'aime beaucoup un ouvrage donc, qui a été écrit par Cécile Laborde, qui s'intitule « Français, encore un effort pour être républicain », qui effectivement offre une voie médiane entre finalement une conception qui serait empreinte de multiculturalisme, en fait, une société qui serait fondée en fait sur une perspective multiculturaliste, une autre qui serait fondée sur une forme de républicanisme abstrait. Et donc la question, c'est comment finalement on cherche à articuler finalement un idéal républicain, mais un idéal républicain qui finalement est fondé sur des perspectives concrètes.
Et c'est vrai que de ce point de vue-là, les personnes concernées, moi je pense notamment, alors j'ai vu qu'il y avait quelques collègues d'Occitanie qui étaient présents, je pense à un travail qui a été fait à Perpignan par un centre social au départ, mais ils ont dû s'émanciper parce qu'ils ont été confrontés à une situation qui était assez semblable à celle qu'on vient de décrire, hein, de ce qui s'est passé à Poitiers il y a quelques semaines. C'est-à-dire que le travail, c'était de dire finalement, voilà, on est dans des dispositifs de valorisation du principe de laïcité, des valeurs de la République. Et donc, en fait, les jeunes en fait, d'un quartier de Perpignan ont pris au mot, effectivement, en disant, mais c'est quoi la laïcité concrètement? C'est quoi l'égalité concrètement? C'est quoi la liberté concrètement? C'est quoi la fraternité concrètement? Lorsque, effectivement, on fabrique des villes où il n'y a plus de mixité, où, en fait, on a des formes de séparatisme social qui sont, en fait, très largement inscrites. Et donc, si vous voulez, ça, du coup, on est là dans une réflexion sur comment, en fait, on peut fabriquer concrètement, dans une perspective critique, et tendre vers cet idéal. Et je pense que dans le travail donc, qui est le vôtre, hein, ce travail d'intermédiaire, moi, je travaille donc à l'Université de Montpellier. Donc, je suis responsable d'un master où on travaille sur les questions d'intermédiation et de développement social. La question, c'est comment, finalement, les professionnels du développement social, ils ne peuvent pas être entre le marteau et l'enclume en permanence. C'est une position qui est intenable. En fait, la question, c'est comment, finalement, on occupe une place tiers qui n'est pas celle de l'institution, qui n'est pas celle des publics, mais il me semble, si vous voulez, qu'en permanence, la question, c'est comment, parce qu'effectivement, l'institution, elle a des moyens considérable pour faire prévaloir son point de vue. Il me semble qu'un des enjeux, c'est comment, du coup, les acteurs du développement social arrivent à faire remonter, à faire entendre le point de vue des personnes concernées, parce qu'effectivement, vous avez des mandats, vous avez des missions, y compris des missions liées aux questions de participation, aux questions de développement du pouvoir d'agir. Et si vous voulez, dans cette idée d'intermédiation, c'est comment en fait on construit des espaces tiers. Alors, il y a des méthodes, en tout cas sur les choses que j'ai pu expérimenter notamment avec les missions locales. Je pense notamment à l'usage de l'outil vidéo, de la méthode moderniser sans exclure. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, hein, qui avait été au départ inventé par Bertrand Schwartz, donc qui était en fait un des fondateurs au début des années 80 des approches, hein, du développement social, où finalement la question c'est comment, en usant de l'outil vidéo, en fait on fait entendre des points de vue jusqu'à leur terme à des institutions. Et donc, effectivement, on sait bien que le rapport symbolique, le rapport social est tellement inégal que de toute façon, ça ne sert à rien de mettre face à face une secrétaire d'État et des jeunes. Donc là, si on tire des enseignements de ce qui s'est passé là, mais comment en fait on fait entendre le point de vue et en disant effectivement c'est le point de vue des jeunes, c'est pas forcément le point de vue les centres sociaux, même si on voit bien dans les positions de la fédération, c'est qu'en fait, ils considèrent, et ce que je peux partager aussi, c'est que les jeunes, ils ont raison, en tout cas de soulever un certain nombre de problèmes, en tout cas tels qu'ils les perçoivent. Et donc la question, c'est comment l'institution va être en mesure de les entendre. Et ça, je pense que c'est un défi important aujourd'hui, que de parvenir à faire en sorte, effectivement, que ce dialogue, en fait, puisse avoir lieu, parce que ce qu'on voit poindre, si vous voulez, et après je m'arrêterai là parce que l'idée c'est quand même qu'on ait un temps d'échange long, si vous voulez, c'est qu'à travers la question du séparatisme, en fait on s'éloigne très fortement, extrêmement fortement du développement social. C'est-à-dire que là, on est dans des perspectives qui sont des perspectives alors qui aujourd'hui finalement se déploient dans notre société depuis maintenant le début des années 90, qui sont des perspectives sécuritaires, hein, qui elles aussi ont été imposées par des élites. Hein. Ça a été très, très finement décrit à la fois par Laurent Benelli, par Mukieli, en fait, sur le développement en fait, d'un méta-référentiel, un méta-paradigme sécuritaire qui finalement vient envahir en permanence, si vous voulez, le travail du développement social, le travail du lien social. Et donc, si vous voulez, ça me paraît important parce qu'effectivement, si on ne se départit pas de ces perspectives sécuritaires, si vous voulez, c'est le fait que, en fait, lorsqu'il y a eu les attentats en 2015, en fait, on a substitué d'un point de vue quasi mécanique, c'est-à-dire en fait on peinait à mettre en œuvre des politiques de prévention et de lutte contre les discriminations, mais dès lors qu'en fait il y a eu les attentats en 2015, en fait tout à coup on a quasiment remplacé les programmes de travail sur les discriminations, donc qui sont de mon point de vue indispensables, par du travail sur l'action de la radicalisation, et dans une conception de la radicalisation qui est très éloignée de celle à laquelle fait référence John Dewey, parce que le terme de radicalisation,
il est, dès lors qu'on fait référence en fait aux questions de développement du pouvoir d'agir, d'empowerment, il est un des fondements en fait de l'empowerment et du développement du pouvoir d'agir. Mais une radicalité, une radicalisation qui est effectivement une radicalisation vertueuse, positive, qui va finalement contribuer à transformer la société. Et si vous voulez, en fait, cette accusation de radicalisation, elle a pu toucher tour à tour dans l'histoire les mouvements féministes, les mouvements gays, les mouvements contre la décolonisation. Et en fait, l'histoire est longue en fait de personnes qui ont été accusées de séparatisme. J'écoutais tout à l'heure une émission radio où, en son temps, Aimé Césaire était accusé en fait de faire du séparatisme. Aujourd'hui, il est au Panthéon. Donc, je pense que, si vous voulez, c'est un enjeu, c'est-à-dire comment, à un moment donné, ce qui est à la marge, ce qui est finalement dans des positions radicales, en fait, vient questionner notre société. Et ça, c'est un enjeu fondamental d'une démocratie vivante. Et du coup, effectivement, c'est un enjeu, un défi qui est considérable, pour lequel, en fait, les acteurs du développement social que vous êtes, en fait, ont un rôle effectivement à jouer. Et donc, du coup, la question, c'est comment on fabrique cette démocratie au quotidien et comment on fait en sorte que les institutions soient un petit peu plus à l'écoute des personnes concernées. Voilà, je vais m'arrêter là pour qu'on puisse avoir un temps de débat. J'espère que je n'ai pas dépassé le temps, Karine. Non, ça va. Merci, merci Olivier pour cette intro à la fois large, mais en même temps qui quand même cible et recentre les questionnements sur la problématique des professionnels. Alors, vous avez donc deux façons. Soit vous levez la main et effectivement, voyez, alors vous savez tous lever la main, vous avez une bonne expérience maintenant de ces visios. Vous cliquez sur le bouton participant, puis après vous avez un petit signe pour lever la main. Et sinon, vous écrivez dans le chat. Et du coup, toute l'équipe de l'IRDSU veille sur ces mains qui se lèvent et sur ce chat pour vous donner la parole les uns après les autres. Alors, c'est toujours un petit peu intimidant. Qui est-ce qui veut se lancer sur les grandes questions que vient de nous partager Olivier Noël? Alors là, je crois que c'est notre président. Oui, merci Olivier. Comment faire vivre la démocratie au quotidien? Et moi, il y a un vrai sujet, et c'est vrai que c'est pour ça aussi que j'ai commencé un peu à m'inquiéter. C'est cette idée finalement de liberté d'expression relative à laquelle on est confronté, parce que malgré tout, c'est ce qui se passe. Ce n'est pas la première fois qu'on est confronté à ce genre d'incident où finalement on demande aux jeunes de parler, de dire ce qu'ils ont envie de dire, qu'ils disent ce qu'ils ont envie de dire, qu'on est loin de l'apologie du terrorisme ou des choses qui pourraient gratter les oreilles. C'est-à-dire que dans l'absolu, ils disent juste que voilà, dans leur manière de se mouvoir dans la cité, dans la société, ils sont confrontés à des contraintes et qu'ils aimeraient voir soulevées. Et pour le coup, ce n'est pas entendable. Et juste pour illustrer aussi le propos, on a fait un communiqué, et donc dans le groupe auquel je participe au Conseil national des villes, sur l'analyse de cette loi sur le séparatisme, il y a la coordination Passe en nous qui est sortie de ce groupe-là. En gros, en disant on ne veut pas cautionner finalement un travail qui vise à faire l'amalgame entre terrorisme et pratique religieuse, une pratique religieuse spécifique. Et pour le coup, quand elle a lu son texte, j'ai dit qu'effectivement, à l'IRDSU, nous aussi, on était gênés. C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait fait un communiqué auparavant. Et donc là, hier, on a vu la ministre. Et donc, une des orientations, des consignes qui nous a été donnée, c'était de ne pas forcément s'exprimer devant la ministre, puisque nos propos allaient être repris par le vice-président. Et c'est vrai que le vice-président a été plutôt timoré dans la manière de dire que finalement, il y avait au sein de ce groupe-là des gens qui n'étaient pas d'accord, quoi. Et la conclusion, quelle était-elle? C'était la ministre qui nous dit « finalement, il n'y a pas de désaccord de fond ». Et moi, je bouillonnais. Mais si, il y a des désaccords de fond. Et de me dire « mais finalement, quelqu'un qui va adopter un discours, un contre-discours par rapport à ce qui est proposé, il entre en résistance finalement. Et ce n'est pas anodin. Et on le voit au travers
de ce qui s'est passé là à Poitiers et anciennement à Lormont, il s'expose aussi à des risques. Et c'est vrai que pour le coup, je pense que c'est hyper important de pouvoir se le dire parce que, et c'est là où on a tiré la sonnette d'alarme, moi, il y a quelque chose qui m'inquiète et qui m'inquiète vraiment, c'est le sentiment de basculer vers quelque chose qui est de l'ordre de l'arbitraire. Et tout à l'heure, tu citais une auteure qui disait quand est-ce qu'on va être finalement républicain pour de bon? C'est de se dire, ben, et finalement, oui, liberté d'expression, liberté de conscience, liberté de culte, etc., mais à géométrie variable. Et du coup, ça m'inquiète. Et c'est vrai que là, c'est le sentiment, c'est de se dire, ben, finalement, on est en train de construire des murs, clairement, réellement, et avec mais un fossé qu'il y a entre ce qu'on entend, ce que moi, en tout cas, j'entends, je perçois lorsque j'échange et ce qui peut revenir par ailleurs. Et je donne juste un exemple qui, moi, m'a effrayé. C'est quand, à un moment donné, on a commencé à dézinguer tous les intellectuels qui ne se positionnaient pas comme on l'entendait, en les qualifiant d'islamo-gauchistes. C'est-à-dire, finalement, on disqualifie pour le message, on disqualifie le messager pour ne pas aller chercher la teneur des propos. Donc, les islamo-gauchistes et tous les termes qui étaient avoisinants avec l'islamophobie, avec même le fait de s'interroger sur l'islamophobie et de voir le traitement qui était réservé à Jean-Luc Mélenchon parce qu'il aurait participé à une manifestation contre l'islamophobie. Suite à, vous vous souvenez, il y a 2 personnes âgées qui se sont fait brûler devant leur mosquée, etc. Et c'était de me dire, mais finalement, mais qu'est-ce qui est en train de se passer dans ce tumulte médiatico-politique? On va reprocher à un mec d'avoir participé à une manifestation parce qu'il y avait le terme, en gros, islamophobie dedans. Et tu vois, c'est de me dire, est-ce qu'il n'y a pas un enjeu hyper important aussi de donner du temps pour définir les concepts, mais les définir finalement correctement, parce que j'ai vraiment le sentiment, et c'est là-dessus où tu as commencé par là, en parlant du malentendu, j'ai le sentiment qu'on est sur un décodeur, mais complètement différencié entre ce que tu entends d'un côté et de l'autre. Mais pour le coup, la connexion, elle ne peut pas se faire, elle ne pourra plus se faire. D'un côté, tu as le sentiment finalement qu'on se fait agresser, et de l'autre côté, le même sentiment par ailleurs. Et tu dis comment est-ce qu'on apporte de la rationalité et de l'intelligence, et est-ce que finalement les universitaires et nous n'avons pas un enjeu à vraiment imposer un discours commun quand on utilise les concepts? Alors, je ne sais pas, Olivier, si tu veux répondre ou s'il y a d'autres réactions, prises de questions pour rebondir là-dessus. Il y a notre collègue de Saint-Étienne qui souligne l'espèce séparatiste clivant d'une loi contre les séparatismes. Et on a Amina Larbi qui Oui, veut bien aussi Karine. prendre la parole. Amina, je te passe la parole. Oui, bonjour, merci Karine. Oui, bonjour Karine. Je trouve que c'est vraiment la question de fond que tu as évoquée là sur cette difficulté et ce malentendu sur les concepts. Moi, je parlerais même plus de sémantique. Là, on est rentré, et c'est ça un peu ma crainte aujourd'hui, dans un, j'allais dire, dans une vague qui a l'air de ne pas s'arrêter, une lame de fond, on va dire, où là, on a une sémantique aujourd'hui qui est en plus très médiatisée, hein, avec des termes qui sont régulièrement utilisés, qui aujourd'hui, quel est le sens donné et quelle est du coup la perception qu'on en a aujourd'hui, sachant que, comme tu dis, est-ce qu'il ne faudrait pas revenir sur cette base-là pour pouvoir remettre un peu du sens et du sens commun à tous. Je sais que ça a été des tentatives, hein, il y a eu énormément de tentatives sur ce sujet-là et effectivement, on est rattrapé malheureusement à chaque fois par une actualité qui remet, on va dire, le prisme sur ce que nous on appelle voilà une sémantique un peu plus radicale. Et c'est compliqué de trouver le bon timing, et c'est un petit peu notre difficulté aujourd'hui, je pense, d'avoir ce temps-là pour pouvoir revenir sur ces bases sémantiques ou ces concepts communs, euh, d'avoir ce timing et ce temps-là. Peut-être, alors le problème c'est est-ce que c'est pas trop tard déjà, sachant que on est déjà sur un projet de loi, ça veut dire que le politique est déjà là, sachant aussi que dans le timing peut s'interférer aussi une actualité qui peut être envahissante et dramatique.
Donc en fait, on se retrouve toujours dans quelque part le mauvais timing. Et je ne sais pas quand est-ce qu'on pourra peut-être revoir ces questions-là de façon apaisée et qu'on puisse revenir sur des bases saines. Voilà, moi, c'est vraiment coordonner travailler sur cette étape-là me semble nécessaire. Et quel est le meilleur temps pour le faire aujourd'hui, sachant que le temps politique est déjà bien avancé aussi sur ces questions-là. Merci Amina. On a Emmanuel Bénard qui demande la parole. On va enchaîner tout de suite avec Emmanuel, si tu veux bien. Alors, Merci. Oui. Bonjour. Alors pour le coup, c'est un peu à contre-courant, mais moi je trouve que ce débat, il est hyper compliqué en fait, parce qu'il est un peu vicié de part et d'autre. C'est-à-dire que par endroit, on ne peut pas se poser non plus les questions d'atteinte à la laïcité ou de propos ou d'actes qui seraient radicalisés, un peu au motif, et à juste titre d'ailleurs, que les musulmans, et aujourd'hui la religion musulmane, c'est un peu la religion des opprimés aussi, on peut aussi s'empêcher de poser des questions qui à terme peuvent nous empêcher aussi d'agir, quoi. Et alors le fait récent de la visite ministérielle et de la parole des jeunes, pour moi, il est un peu anecdotique là-dedans. En revanche, la question de la place de l'éducation populaire, de façon large, je trouve qu'elle nous est toute posée, quoi. C'est quoi l'éducation populaire aujourd'hui? Quel type d'éducation populaire les équipements de quartier sont en mesure, avec les moyens qui leur sont dévolus ou pas d'ailleurs, mais de développer? Est-ce qu'on n'assiste pas aussi à une forme de renoncement qui peut s'expliquer, hein, mais où certains de nos partenaires, voire même nous dans nos métiers, on est moins allés sur le champ des idées, davantage sur celui de la gestion, et puis aussi d'une forme d'accommodement, quoi, sur le mode c'est pas grave, c'est pas prioritaire, ce qui fait qu'on se retrouve dans une situation aujourd'hui où il me semble que tout ça est un peu explosif, quoi. Merci Emmanuel. Ça rejoint deux interventions via le chat là, qui allaient sur le terrain de la question de l'autocensure et de nos autocensures de professionnels. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne va pas aller vers une forme effectivement d'autocensure? Et j'enchaîne avec une autre demande de parole qui était celle de Madeleine Bougnou qui voulait aussi prendre la parole. Donc, je lui laisse la parole et puis on réinterrogera peut-être Olivier aussi à la suite de ces trois interventions. Bonjour, moi je travaille à la ville de Grenoble. Ce que j'ai trouvé, un point sur lequel je voulais rebondir sur la fin de l'intervention introductive, c'était le fait de dire, de nous encourager à être dans des positions d'intermédiaire pour faire remonter aujourd'hui ce qui fait qu'on n'est pas dans notre République idéale, ce qui crée discrimination, ce qui crée séparatisme dans le quotidien en fait des personnes. Et en fait, ça me fait rebondir par rapport à la lecture d'un des ouvrages de Boris Cyrulnik, alors j'arrive pas à trouver lequel, où il fait des monographies de personnes qui ont été radicalisées et qui sont passées à l'acte ou qui avaient prévu de passer à l'acte en termes de terrorisme, et qui sont en fait des personnes extrêmement sensibles à la question de l'inégalité et qui sont en fait des êtres éminemment sensibles en termes de politique et d'injustice en fait, et qui ont trouvé, donc c'est la lecture de Cyrulnik, hein, mais je la trouve très intéressante parce qu'en fait c'est comment nous on donne un débouché en fait à ces personnes autres que celui du terrorisme. Comment on leur donne un débouché politique en fait dans leur vie locale. Voilà, c'est peut-être un peu bizarre ce que je suis en train de vous dire, mais il y a peut-être d'autres gens qui ont lu cet ouvrage et qui ont la même lecture que moi, mais en tout cas, c'est important, je trouve, de nous ramener à cette fonction d'intermédiaire et de construction d'une parole politique dans notre travail de proximité avec les gens qui vivent dans les quartiers populaires.
Merci pour cette intervention. Contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, on va enchaîner avec une autre question qui va dans le même sens de l'intervention d'Emmanuel tout à l'heure, sur la question d'autocensure. Je passe la parole à Nathalie Ledon. Nathalie, il faut que tu actives ton micro. Ah, mais on a perdu Nathalie. Elle s'est figée. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre Est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole? Ah, voilà, Nathalie, on t'a retrouvé. Allez. J'ai une petite coupure de connexion. Excusez-moi. Enfin, c'est pas moi, c'est sans doute mon opérateur. Voilà. Oui, sur cette question d'autocensure et de posture intermédiaire évoquée par Olivier Noël, et je pense on est dans des situations où aujourd'hui on est fonctionnaire pour la plupart. Et donc on est soumis malheureusement soumis, comme cette logique d'injonction qui descend à la fois des postures et des positions politiques et à la fois à des réalités qui sont liées à notre statut. Je pense qu'il faut pouvoir s'en libérer. Je pense que ce que dit Khalid est assez juste, c'est-à-dire qu'à un moment donné, On a perdu Nathalie. On a perdu le contact avec Nathalie. Mon opérateur l'a censuré. Il ne devrait pas y avoir une Nathalie, forme... Nathalie, on t'a perdu. Il y a eu une coupure, donc en fait, on t'a perdu. Si tu peux remonter le fil de ta pensée et rembobiner les 30 dernières secondes, ce serait formidable. Je ne sais pas quand est-ce que vous m'avez perdu. Quand tu disais que ce que je disais était assez juste. Ah bah bien sûr. Ça m'a caressé. C'est la question d'intermédiaire, c'est de dire à un moment donné, notre statut de fonctionnaire nous empêche d'avoir une totale liberté et quelque part, est-ce qu'il n'y aurait pas et je pense que cette question de volonté de démocratie qui est très forte et qui se pose au-delà de la question qui est posée là aujourd'hui, mais qui se pose de manière générale, on est toujours amené, nous, en termes de développement local, à accompagner des processus d'implication, de participation, de volonté des habitants. Et vous m'entendez toujours? Oui. Oui, oui. Donc, cette démarche-là nous amène parfois à être en porte-à-faux par rapport à des injonctions. Et donc, je me demandais s'il n'y avait pas finalement, dans cette question du développement social urbain, trouver un statut, une organisation, une reconnaissance en tout cas institutionnelle de cette posture d'intermédiaire. Il y a Sophie Ebermeyer qui effectivement trouve aussi que cette posture d'intermédiaire peut être un concept hyper intéressant à creuser. Et on a Rémi qui se propose d'enchaîner là-dessus. Rémi, je te donne la parole. Je ne croyais pas que ça allait arriver aussi rapidement. Ah oui, tu as vu ça, c'est là. Sur la posture d'intermédiaire et des professionnels de la politique de la ville, alors c'est peut-être un avis d'un pas de côté. Moi, il me semble que ce n'est pas forcément ces professionnels qui doivent être intermédiaires sur cette prise de parole des jeunes. Et si on revient sur cet exemple-là, et je trouve que justement la posture des centres sociaux est intéressante. Et voilà. Par contre, parce qu'en fait, il faut être, je pense, assez déconnecté ou en tout cas être plus en retrait par rapport aux politiques et aux institutions, parce que je pense que la posture est intenable pour des professionnels si il se révèle que cette parole est un peu dans l'esprit de Poitiers. Et comme disait Olivier, elle le sera forcément si on donne la parole aux jeunes des quartiers sur ces questions. Et donc, du coup, à mon avis, il faut beaucoup plus s'appuyer sur l'éducation populaire, sur les structures associatives. Et du coup, le rôle, pour moi, des professionnels de la politique de la ville, c'est de permettre ça, c'est-à-dire d'avoir des structures d'éducation populaire ou des associations qui puissent faire ce travail-là et ensuite qui fassent le relais au niveau des politiques. Voilà. Moi, j'ai du mal à voir des professionnels en prise directe pour permettre cette parole-là.
Par contre, encore une fois, à mon avis, il faut qu'il propose un écosystème qui puisse le permettre, quoi. Voilà, c'est plus ça, et surtout de faire le lien derrière avec ce qui ressort, avec les politiques, avec le projet, avec l'action. Je voulais juste donner une illustration peut-être un peu personnelle, mais sur la difficulté de porter ces sujets-là. Assez rapidement, hein, on a vécu les élections municipales. J'ai participé là où j'habite à ces questions-là. Je vis une ville où il y a une forte population immigrée, etc. Et j'ai été très surpris. Moi, je pensais que lors de ces élections municipales, on aborderait ces questions de laïcité. Il y avait des sujets sur les mosquées, etc. Et c'est incroyable comme c'est un sujet tabou dans je dirais les milieux politiques, hein, qu'ils soient d'ailleurs partisans, c'est-à-dire dans des partis politiques, ou qu'ils soient citoyens. En fait, tout le monde est tétanisé, de gauche comme de droite. Moi, j'ai essayé de faire émerger ce sujet-là, et c'est impossible. En fait, c'est impossible. Je me suis fait à la fois par incompréhension et à la fois par il faut surtout pas en parler, quoi. Et y compris sur voilà, j'étais dans une équipe où le tête de liste est musulman. Alors là, c'était même pire. C'est-à-dire que lui-même refusait totalement d'aborder ces questions-là. Voilà, je voulais juste faire part de cette difficulté-là, au dehors des aspects professionnels, sur la difficulté d'envisager ça. Merci Rémi pour cette intervention qui va à peu près dans le même sens. On a à suivre Olivier Monin et puis Viviane Lefebvre. Alors, je ne vois pas. Oui. Bonjour à toutes et tous, pardon. Non, mais ça va synthétiser, peut-être compléter ce qu'ont dit avant moi Rémi et Nathalie par rapport aux difficultés de positionnement des professionnels de la politique de la ville, qui sont situés à plusieurs croisements, qui sont des professionnels positionnés en grosse transversalité, qui sont complètement pas sur le terrain, mais complètement pas non plus en dehors, avec parfois des portages politiques qui sont pas complètement suffisants sur ces questions-là. La question aussi du glissement qu'a évoqué Monsieur Noël en 2015, des questions de lutte contre les discrits sur les questions de radicalisation. Effectivement, en tant que professionnel, c'est pas toujours facile de tenir là-dessus, c'est-à-dire d'essayer de faire valoir ces choses-là quand on n'est pas complètement sur le terrain et qu'on a des portages politiques qui peuvent changer. Et cette dimension-là fait figure de troisième injonction, qui peut renforcer encore la contradiction qu'on peut avoir dans les missions qu'on nous demande de tenir. Et puis, je voulais juste introduire quelque chose aussi sur la notion de radicalisation. Je pense qu'il est très important en tant que collectivité territoriale d'essayer de faire valoir toujours au maximum qu'on travaille sur les questions de prévention de la radicalisation, sur les questions de prévention des radicalités au pluriel, qui ne tiennent pas juste aux questions religieuses, mais qui peuvent aussi toucher des questions sociétales ou politiques. On voit notamment la réactivation de groupes du côté de l'ultra-droite, mais je veux pas polariser le débat, hein, mais je prends cet exemple-là parce que récemment, il y a eu plusieurs attentats déjoués et démantelés, y compris en France. Donc je pense que même si du côté régalien, il est compréhensible que la focale se place sur l'islam radical parce que c'est ce qui préoccupe les services de renseignement, je pense qu'en tant que collectivité, en tant qu'acteur qu'on vient chercher sur les questions de prévention primaire, c'est-à-dire bien en amont, comment on évite le basculement, il faut essayer vraiment de traiter toutes les radicalités et essayer de mettre le paquet sur l'éducation, qu'elle soit populaire notamment, bien évidemment. Là, j'enfonce une porte ouverte, mais je pense qu'il y a un énorme chantier devant nous pour essayer de résorber le décalage qu'il y a entre les populations qui habitent les quartiers dont on s'occupe et la manière dont on s'occupe d'eux. Et je pense que là, en creux, on vise la carence de notre projet de société qu'on propose et qui, du coup, laisse l'espace libre à des propositions de gens bien moins intentionnés que les républicains convaincus. Alors, juste avant de passer la parole à Viviane, et tout à fait dans le sens de ce qui vient d'être dit, on a un témoignage aussi et un questionnement pour dire comment fait-on quand les associations d'éducation populaire ne prennent pas leur part sur ces sujets sur mon territoire. Et effectivement, qu'on va vers cette augmentation des tensions et de crispation entre un eux et un nous. Hein, et effectivement,
plusieurs postes également qui vont dans le même sens sur ce qu'on a évoqué depuis tout à l'heure, là, cette question de clarification sémantique. Hein, et d'effectivement des demandes qui émanent à la fois de jeunes pros et puis effectivement de professionnels de la politique de la ville plus anciens. Hein. Je vois Jean-Pierre L'Aiguillon qui dit effectivement remettons de la justesse dans les mots et dans la sémantique. Et on revient aussi à ce que demandait Emmanuel Bénard tout à l'heure. Viviane, la parole t'est donnée. Oui, rapidement, je voulais juste réagir aussi sur la notion d'intermédiaire et le rôle ou la difficulté aussi de se positionner en tant que fonctionnaire par rapport à ce que disait Nathalie tout à l'heure. Et je voulais faire référence à un travail qui est réalisé par le camp d'Émile, qui est un camp qui date de la Seconde Guerre mondiale, où il y a tout un travail d'analyse sur les mécanismes qui comparent en fait les mécanismes qui sont allés jusqu'à des génocides et qui finalement analyse comment à un moment donné une société va aller jusqu'à le montage des catégorisations, des préjugés, etc., et de légitimer finalement un vocabulaire qui, à un moment donné, ne l'était pas légitimé. Donc, finalement, on se retrouve de plus en plus, et je rejoins le post là qui a été fait sur le nous et le eux, et finalement, de se dire on n'est pas assez outillé, on a besoin aussi de s'entraider là-dessus, parce qu'on se retrouve seul en tant qu'intermédiaire, que ce soit en tant que fonctionnaire ou acteur de terrain, je dirais de la société civile, associative, par rapport à ces sujets. Et effectivement, on peut questionner aussi le portage politique. Donc moi, il me semble, et je rejoins Khalid sur son temps d'introduction, et qu'il est nécessaire et indispensable qu'on soit aujourd'hui en résistance individuelle, mais en résistance aussi collective. Et l'enjeu, à mon sens, de ce temps d'échange, c'est aussi de s'outiller réciproquement et de se donner des... Il n'y a pas de solution miracle, mais de se donner, en tout cas, de se soutenir et de se donner à la fois d'échanger sur ce qu'on observe et comment on peut se positionner par rapport à ce qu'on observe et comment on peut résister de nos places où on est bien souvent assez isolé. Merci Viviane. Alors, qu'est-ce qu'on a comme demande de parole? Je regarde effectivement si des mains se lèvent. Donc effectivement, il y a Sophie qui a la demande de dire comment fait-on quand on a peu d'acteurs de l'éducation populaire positionnés, d'encourager les associations à se créer, de faire avec elles pour essayer de les montrer. Et puis, on a Olivier qui pose une question sur l'éducation aux médias et à l'information dans cette heure de perméabilité au complotisme, avec comme facette importante sur effectivement l'outillage pour essayer d'aider l'ensemble des habitants et des citoyens, notamment les plus jeunes, à s'outiller pour décrypter ces informations. Et on a Élodie Bouliou qui nous a partagé une vidéo sur la laïcité. Et Olivier, je crois, nous a partagé aussi une contribution de la Fondation Jean Jaurès. Alors, est-ce qu'on a d'autres demandes? Est-ce que sur l'autocensure, vous avez des exemples ou des illustrations ou où vous vous posez très clairement des questionnements par rapport à ça? Je sais que sur le territoire de Gap, il y avait eu des questionnements sur la question de l'autocensure des agents, sur la volonté d'aller ou pas sur certains sujets.
Et on voit aussi émerger dans le chat la question effectivement de la difficulté à s'emparer de ces sujets-là et d'une espèce effectivement de tabou qui grossit autour de l'ensemble de ces sujets. Hein, ce qu'évoquait Rémi tout à l'heure, hein, c'est-à-dire comment petit à petit on se construit une position en repli, mais qui est plus confortable que celle d'aller au front sur ces questions-là. Il y a Rémi qui a interrogé sur le positionnement de l'IRDSU suite à ce qui s'était passé à Poitiers. Donc effectivement, moi j'ai eu l'info quasiment le jour même parce qu'il y avait la collègue des centres sociaux qui est membre du groupe de travail sur le séparatisme au Conseil national des villes en nous alertant sur ce qui s'est passé. Et donc j'ai tout de suite appelé le président de la Fédé des centres sociaux. On a bien échangé finalement sur le sujet et on a soutenu. Donc j'ai appelé les collègues du bureau et on a tout de suite soutenu la Fédé dans ce tumulte-là. Et en diffusant leur communiqué sur le site de l'IRDSU d'ailleurs, et plus largement. Et sur la question de l'autocensure, il y a un truc qui est aussi intéressant et qui revient à ce que disait tout à l'heure, une petite précision qui avait surpris Rémi en disant, et il y a même un mec de confession musulmane qui lui aussi a été finalement tétanisé dans cette approche-là. Et c'est vrai que sur ce sujet, moi-même, c'est difficile parce que finalement, tu sais, tu apparais comme peu neutre. Tu sais, vu que tu appartiens au groupe minoritaire qui est censé subir ces agressions, c'est pas que micro-agressions finalement. Du coup, tu te poses la question de la légitimité finalement, en te disant, moi j'aurais aimé finalement que ce qui se passe là se passe au travers de la communauté, des personnes de communauté juive ou sur la question féminine, pour que je puisse moi en tant que mec finalement défendre, tu vois, c'est plus simple finalement de défendre quelqu'un d'autre que de se défendre soi-même. Et là pour le coup, où on a eu une discussion au niveau du bureau et plus largement, c'est qu'on s'est rendu compte que là c'est l'écosystème mais français qui est interrogé. Et c'est comment est-ce qu'on fait République communément. Et que si l'arbitraire vient, même s'il frappe une minorité, c'est qu'il est en capacité de frapper aussi la majorité dans la manière de construire le faire ensemble. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant, c'est-à-dire que sur ce sujet-là, il est hyper, je vais dire délicat, mais de se positionner. Et en lien avec Olivier, qui faisait aussi référence à, tu sais, les questions du conspirationnisme et du complotisme, là, qui sont très… mais à un moment donné, moi, tous ces termes-là, j'en peux plus, en fait. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose, tu sais, on met un terme. C'est du complotisme, c'est du séparatisme, c'est de l'antisémitisme. Et on ne va pas chercher ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des gens qui se posent des questions et qui donnent des éléments, mais intelligents, c'est-à-dire qu'ils sont structurés dans leur réflexion. Et on n'arrive plus à créer des espaces de débat pour permettre de les opposer. Forcément, du coup, puisque tu ne crées plus des espaces communs où les échanges peuvent s'exprimer, c'est-à-dire que eux, leurs paroles ne sont plus entendues, ils n'appartiennent plus à la symbolique du discours commun. Qu'est-ce qu'il se passe? C'est nous et c'est eux. Et je pense que c'est hyper important parce que le nous et le il est fondamental dans ce qui est en train de se passer là. Et c'est pour ça que les espaces médiatiques qui sont censés construire du commun, tant qu'ils ne le permettent plus, moi j'ai vraiment peur. Et d'où la responsabilité des acteurs qui font de l'intermédiation, qu'effectivement qu'ils soient associatifs pour le faire, mais aussi finalement des professionnels pour dire à ces gens aussi, à ces jeunes qui finalement se posent des questions, non, c'est pas complètement déconnant. Et il y a du débat, tu n'as peut-être pas forcément tort, mais tu n'as pas raison non plus. On peut en discuter et dans des instances bien installées comme nous, dans les collectivités, on est à l'aise avec ça. Moi, j'ai aucun problème à parler, mais de tous les sujets avec tout le monde finalement. Pourquoi je serais agressé? Et même s'il y a une énormité qui est dite, je vais la corriger. Et si je n'arrive pas à la corriger, c'est que mes éléments et mon argumentation, finalement, ne sont pas si pertinents. À moi de les creuser. Si on me dit finalement que la Terre est plate, si je n'arrive pas à démontrer par de l'argumentation que la Terre n'est pas plate et qu'elle est ronde, il faut que je m'interroge. Et je vais aller chercher des ressources qui vont me permettre d'aller dans ce truc. Et je pense que c'est ça le truc, c'est que finalement, on rend tabou
toute pensée qui viendrait contradictoire, bah, pour le coup, des gens qui sont à l'aise parce qu'ils pensent que leur manière de cogiter et de produire de l'intelligence, elle est cohérente, bah, ils vont s'abriter derrière le il. Ils n'ont pas envie que ça passe. Regarde. Et tu sais, moi, je te donne juste l'exemple. Moi, j'étais halluciné de tout le débat sur le CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France. Quand ils ont parlé de le dissoudre, etc., que Mélenchon a été accusé, je me suis dit, mais peut-être, Khalid, que tu as raté quelque chose. Peut-être que tu as zappé une étape. Je suis allé chercher, du coup. J'ai tapé CCIF et j'ai lu. Attends, mais j'ai rien lu d'extraordinaire. Et de me dire, alors, c'est quoi le problème? Mais si, pour le coup, on commence même à stigmatiser et à rendre coupables des structures qui, finalement, ont un propos qui s'inscrit dans le cadre juridique, mais c'est quoi la suite? Et qu'est-ce que ça va produire? J'ai été hypersensible à ce que disait tout à l'heure Olivier quand il disait, mais il faut interroger les conséquences. Là, je vous invite à lire la loi sur le séparatisme. Qu'est-ce qu'elle va produire? Quel arsenal juridique nouveau elle va apporter pour régler les problèmes? Par contre, vous allez voir tout le débat qui va l'accompagner, tous les débordements, toutes les expressions politiques et publiques, etc., qui vont continuer, vont alimenter encore finalement la vraie séparation, quoi. Il y a des gens qui vont se sentir agressés, qui vont se sentir méprisés. Et puis voilà. Et dernier point, juste, il y a un truc aussi qui m'interroge, mais qui pour moi est un sujet médiatique, médiatique démocratique, c'est quand même les médias et la tendance médiatique. Je donne juste l'exemple. Hier, j'allume la télé. Bon, c'était sur CNews. Je ne regarde pas CNews. Je ne regarde pas la télé même. Mais du coup, CNews. Vous savez, la mort de Valéry Giscard d'Estaing. Il y a un plateau. Vous savez qui est-ce qu'on invite? Il y a 4 personnes qu'on invite. 3 journalistes et un homme politique qui représente finalement le corps politique. Vous savez qui c'était? C'était Julien Audoul, le mec du Rassemblement national qui a fait parler de lui au Conseil régional de Bourgogne. C'est-à-dire que le mec là, c'est lui qui représente et qui incarne le discours politique et qui donne, limite, du coup, une autorité qui parle pour commenter la mort de Valéry Giscard d'Estaing. Mais il y a un vrai sujet. Parce que si cette tendance-là, elle continue et elle se diffuse au travers de tous les médias, bah, en vrai, j'ai peur. Mais vraiment, je suis effrayé. Ce n'est pas un élément de langage. J'ai vraiment peur. Difficile de rebondir directement après. On avait Ouria Chérif qui avait demandé la parole. Alors, est-ce que la demande de parole est toujours en cours? Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Vous m'entendez? Oui, bonjour à tous, merci. Donc oui, effectivement, c'est très difficile de prendre la parole après Khalid. Beaucoup de choses ont été dites, fort intéressantes. Moi, je voulais rebondir sur la question de l'autocensure. En tant que travailleur social, mais aussi en tant qu'habitante d'un quartier QPV qui a vu beaucoup de choses concernant le travail social à proprement parler, mais aussi l'évolution de la pratique musulmane. Je suis musulmane. Que dire? La question que je me pose, c'est comment peut-on mettre en lumière la fraternité qui existe et qui est pratiquée dans les quartiers. J'ai trouvé fort intéressant les propos d'Olivier concernant l'élitisme, en fait. Et je trouve que, par exemple, le sujet de l'exemple de la crèche de Babylou illustre bien le propos. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les élites qui donnent le là, alors que dans les faits, dans les quartiers, il y a de la solidarité, il y a de la fraternité. Nous, en tant que médias social, je dirais, en tant que médium, voilà, on est témoin des belles choses qui se font, qui existent, mais notre parole n'est pas représentée. Et pour faire suite aux propos de Khalid, je pense que, alors c'est peut-être un rêve pieux parce que c'est certainement difficile, mais comment pourrait-on faire pour organiser une réponse de manière systématique aux propos qui sont diffusés dans les médias? Je veux dire, l'exemple de Mélenchon, là, est fort intéressant.
pourquoi on n'entend pas les gens pourquoi n'entend-on pas les chercheurs, les gens qui sont sur le terrain et qui ont beaucoup plus de légitimité pour parler de ces sujets? C'est quand même incroyable. J'ai l'impression que l'on subit. Et donc, oui, je pense qu'on a toute l'attitude pour dire ce que l'on pense. On ne doit pas s'enfermer dans une censure qui n'est pas productrice d'évolution. Mais voilà, c'est ma question. Est-ce que l'on peut imaginer une façon d'organiser voilà, une réponse parce qu'on connaît le poids des médias. Et c'est vrai que quelque part, ça dépasse les sujets qui nous importent maintenant. Si on lit, si on s'exprime sur et que l'on n'est pas dans l'air du temps, je veux dire par exemple, si on prend l'exemple de la Covid, eh bien on évite voilà taxé de complotistes. Donc il y a un réel problème et je pense qu'il faut travailler sur la visibilité de cette parole contradictoire. Merci. Merci. Alors, on a 4 demandes de parole. On a dans l'ordre Sophie Ebermeyer. Ensuite, on aura la collègue de Grenoble, puis Claire Ossillou et Caroline Lannoy. Donc, Sophie. Oui, bonjour. D'abord, merci beaucoup à l'IRDSU d'organiser ça et à Olivier pour son intervention. Donc, je voudrais simplement revenir sur la réaction de l'IRDSU par rapport aux centres sociaux. Je n'ai pas bien compris s'il y avait eu un communiqué un peu officiel ou pas, et je trouve que ça serait assez opportun en fait. Il y a un autre élément aussi qui m'a interrogée, c'est ce qu'a raconté Khalid sur ce qui s'est passé au CNV. Je trouve ça très intéressant et je me demandais s'il n'y avait pas moyen, même si la parole a été verrouillée sur le moment, que l'IRDSU fasse part de son mécontentement finalement par rapport au fait que son désaccord par rapport à ce qui était exposé n'a pas été du tout pris en compte finalement, ou très peu. Et donc la ministre repart avec l'idée que tout le monde est d'accord, c'est quand même assez problématique. Après, je voulais aussi revenir sur ce qu'a dit Madeleine Bougnou. Je trouve que ça me fait penser à quelque chose dont je voudrais témoigner, c'est que dans l'agglomération, on avait fait un travail quand est arrivée la politique de prévention de la radicalisation. On s'était mis autour de la table avec plusieurs professionnels pour se dire il faut essayer de déconstruire ça. On sentait bien un peu le piège. Du coup, c'est-à-dire qu'on pointe toujours la radicalisation des mêmes, enfin voilà, et le séparatisme de certains et pas d'autres. Enfin, c'est toujours le même problème du rapport de pouvoir aussi, hein, c'est-à-dire que les atteintes à la laïcité, on ne parle jamais de toutes celles qui ont lieu par les discriminations, hein, parce que les discriminations liées à l'origine, aux convictions religieuses sont hyper nombreuses. Donc, bon, voilà, ça c'est un aparté. Mais donc, sur ce que disait Madeleine, dans notre expérience, on a du coup mis en place des séminaires, une réflexion, une sorte de recherche-action là-dessus, en faisant intervenir un certain nombre de sociologues. Il y avait dans la boucle le département qui travaillait aussi avec nous là-dessus. Il y avait aussi, je crois, il y avait plusieurs institutions autour un peu de la politique de la ville. La professionnelle du département m'avait raconté qu'en fait, elle avait constaté alors je ne sais plus ce que c'est, si c'est une analyse qui est faite des fiches des personnes qui sont radicalisées. Il y avait très clairement dans beaucoup de parcours la présence, non pas certainement d'une grande sensibilité à la question des inégalités et des discriminations, mais aussi un vécu en fait très important là-dessus, avec un sentiment d'humiliation, et elle était elle-même, elle s'interrogeait beaucoup, elle était assez surprise dans un premier temps de voir ça, mais elle n'a jamais pu en témoigner devant tout le monde. Donc bon, voilà,
pour dire aussi l'autocensure. Donc, le lien avec la question des discriminations, on le connaît. Alors, pourquoi aussi ne pas poursuivre, y compris dans la politique de la ville, la lutte contre les discriminations, elle a tendance quand même à s'effacer beaucoup. Comment ne pas, enfin, est-ce qu'on pourrait pas aussi favoriser davantage la lutte contre les discriminations dans la politique de la ville? C'est du côté de l'empowerment que c'est important. Après, la lutte contre la discrimination, il faut en faire ailleurs. Il ne faut surtout pas que ça reste dans la politique de la ville. Donc, comment est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir aussi, voilà, une prise en compte plus forte de ça au niveau de la politique de la ville, et puis relayer le rapport du défenseur des droits, qui est un plaidoyer pour une politique nationale de lutte contre les discriminations, mais on sait très bien que ce n'est pas demain la veille. Par contre, il y a des politiques locales. Comment on fait aussi pour que dans la politique de la ville, on soit plus en phase avec des politiques locales et que les deux ne se fassent non pas concurrence, mais soient complémentaires en matière de lutte contre les discriminations. Voilà. Et sinon, je voulais dire aussi que sur la question des associations, encourager des associations d'éducation populaire, moi, je suis vraiment, je pense qu'il faut vraiment un travail là-dessus très important, mais il ne faut surtout pas que l'institution se dédouane non plus et sorte de ça, parce que c'est une question de politique publique. Et il ne faudrait pas que ça soit seulement pris en charge par le côté associatif. Donc, il y a vraiment peut-être aussi une réflexion sur l'éthique, c'est une question d'éthique professionnelle aussi. Par exemple, moi, je vois dans la politique de la ville, ça fait belle lurette qu'il n'y a plus de séminaires. On n'a plus des séminaires de réflexion où on prend un peu de distance localement. Et je trouve qu'il faudrait aussi qu'on le demande, quoi, et que ça soit plus fréquent, qu'on se dégage nos marges de manœuvre aussi en tant que professionnels. Voilà. Et sinon, je rejoins complètement tout ce qu'a dit Khalid sur le CCIF. Mais voilà, ça marche, hein, la stigmatisation. Bien sûr qu'ils n'ont rien, mais par contre, ça marche. On le voit sur le droit des étrangers. Hein, il suffit de stigmatiser et après, les gens ont peur de faire des attestations. Donc, le but, il était là, hein, c'est clair. Voilà. Merci Sophie. Donc, on a Sébastien Echen pour enchaîner, Claire Ossillou et Caroline Lannoy. Sébastien, est-ce qu'il est avec nous? Alors, est-ce que Sébastien, qui avait demandé la parole, est toujours là? Eh bien, sinon, on va inverser. On va demander à Claire aussi. On va proposer à Claire de prendre la parole. Oui, merci. Vous m'entendez? Oui, très bien. Okay. Oui, ce que je voulais dire par rapport à toutes ces interrogations, c'est que il me semble qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans une période de faiblesse de la politique de lutte contre les discriminations. C'est-à-dire qu'à mon sens, il y a un certain nombre de reculs. C'est sûr que c'est une politique publique qui est très récente, hein, mais que là, la position actuelle gouvernementale est quand même en retrait sur cette question de prévention et de lutte contre les discriminations. Donc, il me semble que les propos là, qui nous ont été rapportés par Olivier Noël en sont une illustration et montrent également aussi le manque de formation qui existe sur ces sujets-là pour au sein des institutions, des acteurs publics et des politiques. Je pense que ça révèle le manque d'outillage et à la fois aussi cette faiblesse de la politique. Donc après, comment on se saisit effectivement de la question du défenseur des droits, de faire sortir la lutte contre les discriminations de la politique de la ville, effectivement, ça nous interroge. Et voilà, il y a vraiment cette question du portage politique et comment on peut, nous, intermédiaires, faire émerger, si on compare avec le mouvement, enfin ce qui s'est passé au niveau des droits des femmes et des politiques sur l'égalité femmes-hommes. Bon, il faudrait presque un espèce de mouvement MeToo sur les discriminations pour faire émerger la parole des personnes discriminées
et arriver à faire un lobbying pour un portage plus sérieux. Merci Claire. Sébastien Echen a retrouvé sa connexion qu'il avait perdue, donc si Caroline me le permet, je lui donne la parole et on terminera par Caroline. Voilà, moi je voulais revenir un petit peu sur la question de l'autocensure. Moi je travaille avec des jeunes dans un quartier en politique de la ville et je m'aperçois depuis 5 ans d'une forme d'autocensure des jeunes et je m'en suis aperçu spécifiquement sur l'événement qui a eu lieu avec Samuel Paty où on s'est aperçu dans notre travail quotidien que cet événement-là était très peu relayé par les jeunes. On avait très peu de discussions avec eux, alors qu'on avait eu beaucoup de discussions sur Charlie Hebdo, sur les attentats du 13 novembre. Et du coup, moi, j'ai une crainte, c'est que les jeunes avec lesquels on travaille se sentent de plus en plus censurés dans leur manière dans ce qu'ils expriment et qu'ils n'osent même plus s'exprimer sur ces sujets qui les préoccupent, de peur d'être taxés, d'être dans l'apologie de certaines choses, alors qu'ils expriment des paroles qui sont leur manière de ressentir les choses. C'est aussi, c'est ce qu'on a pu voir sur l'événement de Poitiers, en fait. Nous, dans le service jeunesse de la ville de Grenoble, quand on a vu ce qui s'était passé à Poitiers, on s'est dit, ça aurait très bien pu nous arriver à nous, cette situation-là. Et on s'est posé la question, en fait, aujourd'hui en France, est-ce qu'on peut aborder tous ces sujets? Est-ce qu'on peut aborder tous ces sujets avec les jeunes qui sont Alors, les jeunes sont en phase de construction d'une pensée. Et le problème, c'est que si on n'arrive plus à faire émerger cette parole et cette pensée, qu'est-ce qui va se passer, en fait? Et là, on va rentrer dans des formes de pensée beaucoup plus radicales qui n'auront pas été déconstruites, qui n'auront pas été travaillés avec ces jeunes-là et qui arriveront à une forme de radicalité puisque personne n'aura apporté une forme de contradiction, puisqu'on s'aperçoit aussi que les jeunes avec lesquels on travaille sont aussi très peu confrontés à des avis qui sont différents de ce qu'ils pensent à certains endroits. Et du coup, le rôle des professionnels et le rôle aussi des agents de la fonction publique à certains endroits auprès de certains publics, c'est justement d'apporter une parole qui permet la déconstruction de la pensée et pour avoir un débat qui soit le plus apaisé possible autour de ces questions-là. Et moi, je pointe un risque, en fait, d'un certain public qui n'ose même plus apporter son avis et son point de vue sur certains sujets, de peur d'être taxé de radicalisé. Voilà. Merci pour ce risque qui, je pense, est partagé par beaucoup. Caroline, à Saint-Étienne. Alors, est-ce qu'on a perdu Caroline? Effectivement, pour l'instant, on ne l'a pas retrouvée. Alors, voilà Caroline. Oui, en fait, ça rejoint un petit peu ce qui vient d'être dit, en fait. C'est par rapport à ces jeunes qui étaient là, en fait, et leur expression qui, QPV ou pas QPV d'ailleurs, hein, le problème, il est plus large, il me semble. Comment est-ce qu'on prend cette parole et puis comment on la relaie, en fait. Et moi, je suis poitevine d'origine, en fait, donc ça m'a d'autant plus frappée. Donc, je suis directrice là, à Saint-Étienne sur tous les quartiers prioritaires. Et en fait, les élus locaux, et notamment la nouvelle maire de Poitiers, puis la présidente d'Aglo, elles sont très branchées concertation, quartier populaire, etc. Donc, il y avait une vraie réalité de connexion sur ces sujets. Et puis, la ministre qui, entre guillemets, déboule et où ça frotte et où les gens ne se comprennent pas, en fait. Donc, je pense qu'il y a quand même un rôle de nos élus de proximité pour se positionner dans ce débat et être plus proche, finalement, de cette réalité qu'ils entendent tous les jours. Donc, nous, on a besoin d'appuyer ça. Là, j'en suis un peu convaincue. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et donc, ces jeunes qui étaient présents dans cette rencontre, qu'est-ce qu'il y a le droit de suite, ça a été quoi? Comment ils ont été accompagnés dans ce rendez-vous manqué de cette rencontre, en fait? Je pense que c'est important de revenir vers eux et de savoir comment on les laisse pas au bord de la route, quoi. Parce que ils vont cogiter un peu. Ouais. Il y a eu des propos, il y a eu un blocage.
ce serait important de pouvoir débriefer là-dessus avec tous. Merci Caroline. Il est 15h25, j'ai le délicat rôle de gardienne de l'heure et du temps. Je vous propose deux choses. Alors d'une part, je réponds à une question de Sophie sur la médiatisation de la prise de position de l'IRDSU sous couvert de Ralid. Il y avait eu un échange entre Ralid et le président de la Fédération des centres sociaux. Et comme l'inspection qui avait été diligentée par la ministre venait de démarrer, le président de la Fédération des centres sociaux avait préféré dans un premier temps un soutien réel, mais pas trop médiatique, de l'IRDSU. Voilà, en disant merci de ce que vous apportez comme soutien, mais voilà, laissons avancer un peu l'inspection et on vous remobilisera autant que de besoin en fonction de l'évolution. Et sur les jeunes, alors déjà, certains jeunes vont donc être entendus dans le cadre de l'inspection diligentée. Donc ça, c'est quand même incroyable. Voilà. Et après, je ne sais pas effectivement ce que la Fédé a préparé mais on vous tiendra au courant. Et la deuxième chose, c'est que un peu plus en amont dans le chat, Gladys de l'équipe vous a... Ah non, c'est pas le LinkedIn là. Gladys va vous partager un lien, ou Mathieu, vont vous partager un lien vers un petit questionnaire Google très rapide. L'idée, c'est de voir à partir de ce premier temps d'échange là entre nous, si vous souhaitez voir prolonger les travaux, sur quelles questions, approfondir quel sujet et dans quelle finalité. C'est-à-dire, est-ce qu'effectivement l'idée c'est de produire du débat, de la contradiction, et puis on prend ce petit temps là en 3 minutes et ensuite on redonne la parole à Olivier pour, si tu veux bien Olivier, ton ressenti sur l'ensemble de ces échanges. Alors je regarde dans le chat si, oui, vous voyez le lien vers le Google Doc là, qui vous est proposé. Donc on vous laisse, c'est très court, on vous laisse 3-4 minutes à tous pour cliquer et pour le remplir. Et puis on se retrouve dans 3 minutes pour un mot de clôture d'Olivier. Je vous laisse cliquer. Alors, je répète pour ceux qui n'ont pas compris, dans le chat, vous avez un lien, effectivement, avec pour effectivement pouvoir nous faire part de vos besoins pour prolonger ces échanges. Moi, pour ma part, j'ai identifié 3 grandes pistes de travail qui me semblent quand même être assez partagées. Une autour de l'outillage à partir de cette idée d'avoir une sémantique retravaillée et vraiment travailler sur la justesse des définitions pour pouvoir les partager, y compris avec l'ensemble de l'écosystème local. Et on n'a pas beaucoup parlé non plus, alors on a parlé des élus, mais on n'a pas beaucoup parlé non plus des autres services, des collectivités locales, de nos collectivités locales, c'est-à-dire effectivement les collègues des autres directions, la direction générale des services, comment ils s'emparent de ces sujets-là. Un travail collégial sans doute autour de la posture professionnelle d'intermédiaire. Et puis, comment est-ce qu'on accompagne la structuration d'un espèce d'écosystème local autour de l'éducation au sens très large, puisqu'on a parlé d'éducation média, d'éducation populaire, pour arriver à ne pas être seul, qui est une des choses aussi qui est apparue assez fréquemment, ne pas rester, ne pas s'isoler sur ces questions-là. Il y a Céline qui lève la main. Alors Céline, une minute avant que je repasse la parole à Olivier. On est plusieurs là à avoir rejoint, et merci de nous y accepter,
ce temps-là. Donc, on est plusieurs d'un groupe de travail que j'anime à Brest depuis 5 ans sur les questions de laïcité, avec plusieurs professionnels, dont du DSU, mais aussi prévention, éducation, etc. Et on a travaillé à quand même beaucoup de ressources sur les mots, sur les outils. Et tout ça, c'est accessible pour tout le monde. Sur un blog qu'on a voilà, développé. Donc, je copilote ça avec Élodie Pouliou, Brest Métropole, qui est là aussi. Donc, je vous mets l'adresse dans la conversation. N'hésitez pas, parce que c'est vraiment des ressources sur les postures professionnelles. Voilà. Ah bah, Élodie était plus vite. Super. Merci Élodie, merci Céline. Olivier? C'était dense, du coup, je vais essayer de… Combien de temps je dispose pour réagir? Eh bien, on est arrivé au terme du temps initial imparti, et donc ceux qui ont des engagements professionnels peuvent effectivement nous quitter, on les tiendra au courant, et sinon, je regarde Khalid, on se donne quoi, 10 minutes, un quart d'heure, maxi? Ouais, voilà. Oui, prends ton quart d'heure de toute façon. Pour ceux qui partiront, tu l'as précisé, c'est enregistré. Tu as répondu par le chat. Du coup, on pourra le mettre en rediff. Mais prends le temps qui t'est nécessaire pour clôturer. Okay. Merci. Alors, du coup, je vais essayer de prendre un peu les points qui, pour moi, sont des points saillants. Peut-être le premier, c'est le fait que, moi, ce que j'ai entendu dans ce que vous disiez, c'est que certains d'entre vous étaient tétanisés par justement l'ampleur des polémiques. Chaque sujet, en fait, porte à polémie. La question de l'autocensure, hein. Je pense que vous n'êtes pas les seuls. C'est-à-dire qu'en fait, la question se pose, y compris aujourd'hui dans le champ des sciences sociales, donc ce qui est assez dramatique, parce qu'en fait, il y a des prises de position publiques. Hein, je pense notamment du ministre de l'Éducation nationale qui, tour à tour, en fait, invalide la question de l'intersectionnalité, va stigmatiser une partie de l'université comme étant islamo-gauchiste, etc. Donc, je pense qu'effectivement, il y a aujourd'hui un enjeu extrêmement fort en fait à ce que la discussion démocratique puisse continuer à avoir lieu. On sent dans cette question-là que les médias jouent un rôle particulier. Parce que les médias, en fait, ils ont je ne sais pas si vous connaissez ces travaux de Yves Citon qui parlent de médiacratie. En fait, ils montrent comment, finalement, en fait, les médias ne donnent qu'une tranche, en fait, de l'information. Et donc, effectivement, il y a des effets de stigmatisation, alors pas seulement des organisations comme le CCIF, hein, mais aussi de l'Observatoire de la laïcité, mais aussi de nombre de chercheurs qui, finalement, seraient apparentés de plus ou moins loin avec ces personnes-là. Et si vous voulez, moi, c'est quelque chose que j'ai vécu de façon très sensible, hein, très forte en 2013. En 2013, j'ai été mandaté par le Premier ministre, hein, donc sous la tutelle en fait du ministre de l'Intérieur, pour travailler en fait sur comment faire société commune dans une société diverse. Et en fait, on avait abordé la question de la laïcité, on avait abordé la question des contrôles policiers dans des groupes de travail, avec cette idée de réunir à la fois des personnes concernées, des professionnels intermédiaires et des responsables, des hauts fonctionnaires, hein, de chacune des administrations. Et si vous voulez, ce cadre sécurisé, en fait, nous a amené à des solutions, à des approches qui étaient finalement des compromis entre des positions qui pouvaient être assez tranchées au départ. Je vais prendre un seul exemple. Hein. Dans un des groupes de travail, en fait, on avait abordé la question de la circulaire Châtel, donc qui avait finalement conduit à ce que les mères de famille qui portaient le foulard ne pouvaient plus accompagner leurs enfants en sortie scolaire. Donc, ça avait des conséquences assez évidentes sur l'ensemble du territoire national. Et donc, du coup, on avait fait sortir cette question-là. Et je me souviens de la position d'une haute fonctionnaire qui m'avait dit, moi, je suis laïque. Hein, je vous avertis, je vais pas entendre n'importe quoi autour de cette table. Et donc, en fait, le collectif qui était présent donc, a pris la parole, a expliqué ses positions, a expliqué le fait qu'il se reconnaissait complètement dans une conception de la laïcité telle que le définit le droit, la loi 1905, etc. Et en fait, tout à coup, c'était assez intéressant parce que j'ai vu dans le chat, en même temps, je regardais, il y a la question de la raison. Effectivement, parfois, on a de bonnes raisons de prendre des décisions. Il y a aussi la question de l'émotion. Et je pense que ce qui manque assez souvent pour ces personnes qui sont, qu'on va définir alors, sans généraliser, sans homogénéiser en fait les élites, c'est qu'assez souvent, effectivement, ils ont pas l'occasion de rencontrer de vraies personnes, de s'attacher finalement aux questions assez concrètement. Et du coup, si vous voulez, ces dispositifs, dans un cadre sécurisé, en fait, a amené cette personne à dire, mais
en fait, je ne voyais pas du tout les choses comme ça, tout à coup, en me disant non, mais c'est vrai, je suis d'accord avec elle, c'est pas normal qu'elle ne puisse pas accompagner leurs enfants, alors qu'en fait, sa position initialement n'était pas du tout celle-là. Et je pense que ça, c'est important, c'est-à-dire, lorsque je parlais tout à l'heure d'intermédiation, à travers la notion d'intermédiation, donc si on fait de la sémantique, parce que j'ai bien compris qu'il y avait des enjeux de sémantique, en fait, la notion d'intermédiation, elle renvoie à plusieurs effets sémantiques. Déjà, la question du médéo. Médéo, c'est ce qui va donner lieu, en fait, à la notion de médecine. Et en fait, la médecine, c'est prendre soin, c'est écouter, être attentif à. Et si vous voulez, dans la position d'intermédiation, il faut être attentif aux personnes concernées, donc effectivement, qui peuvent être en situation d'inégalité, de discrimination, de souffrance, mais aussi être en mesure d'écouter l'institution. Qu'est-ce qui fait à un moment donné obstacle à la reconnaissance de tel ou tel problème? Et donc, si vous voulez, ça, c'est la première notion, la question de l'écoute, de prendre soin d'eux. La seconde, si vous voulez, à travers la notion d'intermédiation, c'est la question du mot d'erreur. C'est aussi notre étymologie du terme. Mot d'erreur, ça va donner lieu au terme modération. Comment finalement on est en mesure de créer des espaces de discussion avec des formes de modération où finalement les avis divergents peuvent s'exprimer jusqu'à leur terme, puissent se dérouler, ce que l'espace médiatique ne permet pas du tout. En fait, il est l'exact contraire de tout ça, parce qu'en fait, l'espace médiatique, en fait, il va permettre des positions finalement les plus radicalisées, les plus extrêmes, etc. Et du coup, si vous voulez, ça c'est la seconde étymologie. Et la troisième, c'est une étymologie grecque qui est médomai. Médomai, c'est tout ce qui va renvoyer à l'idée de la créativité, l'imagination, et finalement auquel on est en permanence invité. Et en fait, la question, c'est comment on dénoue cette situation qui est particulièrement compliquée entre effectivement des élites qui ont rarement l'occasion. Alors, ce que je vais vous dire va vous paraître un peu provocateur, mais dans le travail que j'ai fait sur la discrimination, donc j'ai été amené à former des grands élus, des sénateurs, des députés, des élus locaux, des préfets, des directeurs du travail, des personnes qui sortaient de l'ENA. Et si vous voulez, ce qui m'a toujours marqué, c'est l'extrême difficulté que ces personnes, et qui pourtant font partie des élites, celles qui vont décider, avaient à comprendre la question des discriminations. A contrario, au même moment, donc là c'était autour de la période de 2005, je travaillais donc avec des centres sociaux, notamment en Seine-Saint-Denis, avec des jeunes et des moins jeunes, et j'abordais aussi ces questions-là. Et là, j'avais des personnes qui avaient une compréhension fulgurante des questions de discrimination. C'est-à-dire qu'ils comprenaient les questions, les enjeux psychosociaux, les enjeux politiques, les enjeux de droit. Et si vous voulez, plus j'avançais dans cette réflexion, c'était concomitant, ça se passait en même temps. Je me disais finalement, d'un côté, j'ai affaire à des sous-doués. Donc ça, c'était plutôt du côté de ceux qui venaient de l'ENA. Et d'autre côté, à des surdoués. Or, ce qui est compliqué, si vous voulez, c'est que celles et ceux qui vont prendre la décision, sur cette question-là, ce ne sont pas les surdoués, ce sont les sous-doués. Et du coup, si vous voulez, un des éléments d'explication sur l'affaiblissement et voire la quasi-disparition d'une politique ambitieuse en matière de lutte contre les discriminations. Heureusement, il y a Défenseur des droits. Heureusement, il y a Claire Hédon qui en fait a autorité et en fait, du fait de son statut, peut prendre position publiquement aujourd'hui. Mais finalement, si vous voulez, la question c'est dans la fabrique des politiques publiques. En fait, si on parvient à avoir des temps suffisamment longs, des temps suffisamment sécurisés de discussion, par exemple, dans l'exemple que je vous donne là, ou y compris sur la question des contrôles aux faciès, en fait, pourquoi ça a capoté? Non pas parce que les fonctionnaires de police n'étaient pas d'accord sur le fait de dire il faut qu'on mette des récépissés, il faut qu'en fait on pacifie les relations avec les publics qu'on contrôle, parce qu'effectivement c'est un enjeu pour eux qui est important. Donc en fait, ils ont tout intérêt à ce que ça se passe bien, mais pourquoi ça a capoté? Parce qu'à un moment donné, il y a eu une logique corporatiste qui a pris le dessus, où c'est plus les fonctionnaires qui sont venus aux réunions, mais les syndicats, qui n'étaient pas du tout dans une position de dire oui, on a envie de faire avancer la question, mais simplement en disant non, non, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème. Et si vous voulez, ça me paraît important parce que si on ne discute pas jusqu'au terme des problèmes, et pas des problèmes seulement définis par le haut, mais définis finalement par l'ensemble des composants de la société, et notamment les personnes concernées, que sont et les publics et les professionnels, en fait, on arrive finalement à l'élaboration de politiques publiques qui tombent en permanence à côté de la plaque. C'est-à-dire qu'en fait, dans mes travaux, avant de travailler sur les discriminations, je travaille sur des questions d'intégration. Lorsqu'on met en place des politiques d'intégration à l'attention de personnes qui sont déjà très largement intégrées, ça n'a strictement aucun sens.
si ce n'est de renforcer des effets de stigmatisation. Et ça, si vous voulez, je pense que c'est important, c'est-à-dire vraiment dans cette question de la façon dont on fabrique les politiques publiques. Et si vous voulez, donc, au sortir de ces groupes de travail, on s'est dit, ben, chouette, en fait, on a trouvé des solutions sur les questions de police, sur les questions d'entrée dans les grandes écoles. Donc, il y avait comment, justement, on rentre à l'ENA, etc. Comment, en fait, on réfléchit aux questions de laïcité. Et donc, avec une position qui était assez unanime dans le groupe, donc qui était très composite, avec des gens qui n'étaient pas d'accord au départ, mais dès lors qu'en fait, ça a franchi le cap de la médiatisation, là, ça a été un déchaînement. Et dans ce déchaînement, au départ, si vous voulez, pour reprendre des choses qui se passent actuellement, en fait, on a une tribune donc, dans le Figaro, et puis, en fait, c'est repris par la presse de droite extrême et puis d'extrême droite. Et sauf qu'à partir de là, en fait, plus rien en fait, n'est audible. En fait, plus rien ne peut être discuté sereinement. Et du coup, si vous voulez, on en est arrivé à une situation où, y compris les personnes que je connaissais depuis de longues années, me disaient, mais en fait, c'est quoi les rapports que vous avez faits? Qu'est-ce que vous avez écrit? Ça paraît tellement étonnant de votre part, vous qui êtes des gens si posés, si modérés. En fait, on avait écrit ce qu'on écrit d'habitude et en fait, rien de plus. Sauf que, si vous voulez, pris dans le prisme des médias, donc, bien, tout à coup, en fait, il y a eu de désolidarisation au sein du gouvernement, etc. Et du coup, là où finalement les choses auraient pu modestement avancer, eh bien, effectivement, les choses, en fait, elles ont reculé considérablement. Et donc, les propositions, c'était de mettre en place voilà, une politique ambitieuse de contre les discriminations et contre les inégalités, donc de donner une plus large place aux personnes concernées dans l'élaboration des politiques publiques, etc. Chose que sur lesquelles je continue à travailler encore aujourd'hui. Et du coup, si vous voulez, ça me paraît extrêmement important parce que dans la période actuelle, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des effets de dissuasion de prise de position très forts. Et du coup, par exemple, moi, ce que j'observe, c'est que parmi mes collègues, bien, en fait, tout à l'heure, alors j'ai vu dans le chat quelqu'un qui citait Edgar Morin. En fait, Edgar Morin, pourquoi il ose prendre la parole? Pourquoi il ose dire ce qu'il dit? Parce qu'Edgar Morin, il a 99 ans et demi. En fait, voilà, c'est Edgar Morin. Et qu'en fait, et la plupart des personnes qui, dans l'espace médiatique, dans le champ intellectuel, prennent la parole aujourd'hui, sont des personnes qui sont à la retraite. Donc, je vous invite à faire ce lien-là, qui effectivement se dit, de toute façon, je dis ce que j'ai à dire et je me fous des conséquences. Pour tous les autres, en fait, il y a des effets de dissuasion. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit, mais si je dis ça, finalement, tout de suite, on va m'associer avec des personnes, finalement, peut-être que même je n'ai jamais rencontrées, peut-être que je ne connais même pas, peut-être avec lesquelles j'ai aucun lien, mais tout à coup, finalement, ça va avoir un effet domino de disqualification. Et du coup, je comprends parfaitement, si vous voulez, la difficulté que vous pouvez avoir quand vous parlez d'autocensure, parce que cette autocensure, elle est aussi en partie présente du côté des chercheurs en sciences sociales et humaines. Et face à ça, si vous voulez, alors, il y a vraiment une différence pour moi entre les essayistes et les chercheurs en sciences sociales. Ceux qui ont les médias, j'ai envie de dire, presque dans leur poche, qui passent leur journée à dire des choses sur tout et rien, c'est-à-dire sur la laïcité, sur l'islamophobie, etc., qui vont vous dire, oui, mais les discriminations, on lutte depuis très longtemps contre les discriminations, finalement, ne raccrochent jamais à des principes de réalité. Et si vous voulez, ce qui est alors réconfortant et inquiétant, c'est que sur les constats, par exemple, de discrimination, bon, par exemple, les chercheurs en sciences sociales disent exactement la même chose que les personnes concernées. Exactement. Toutes les personnes qui vont informer factuellement ces questions-là disent, bah oui, en fait, on est sur des phénomènes systémiques, massifs, qui sont encore aujourd'hui, malheureusement, admis, tolérés dans notre société. Et donc, là-dessus, la question, c'est comment on peut faire entendre ce point de vue. Et si vous voulez, ce qui me paraît important, c'est la question, alors déjà, de ce qu'on vient de faire là, c'est-à-dire, en fait, comment, entre professionnels, eh bien, on discute de ces points, ces situations d'impasse dans lesquelles on se trouve, comment on fait alliance avec les personnes concernées, comment on fait alliance aussi avec les chercheurs en sciences sociales, parce qu'effectivement, bon, moi, je défends un point de vue, mais beaucoup de mes collègues défendent des points de vue qui sont assez proches. Et si vous voulez, ça me paraît indispensable dans un moment aussi grave qu'aujourd'hui, parce que dès lors qu'en fait les lois seront passées, eh bien effectivement, c'est hyper difficile de revenir derrière. Et donc, pour détricoter des lois qui ont été mal formulées, eh bien effectivement, on va pas mal ramer derrière. Et ça, je pense que c'est important. Alors, sur la question de la suite qui a été donnée aux
au travail dans les centres sociaux. Alors, je ne sais pas exactement ce qui a été fait avec les jeunes eux-mêmes. J'imagine que chaque centre social a dû retravailler. En tout cas, le réseau jeune, en tout cas, bon, je pense qu'ils vont retravailler avec les jeunes. Ce que je voudrais dire, c'est que du coup, il y a eu une rencontre entre un certain nombre de chercheurs en sciences sociales, pas mal d'associations d'éducation populaire. Et en fait, il y a une tribune, alors qui, j'ai vu qu'elle s'est passée en fait pendant notre vision. En fait, je vais arriver le mail. Donc, il y a une tribune qui est publiée. Donc, qui est publiée aujourd'hui sur le site de la Fédération des centres sociaux. Le Monde avait été sollicité, Libération avait été sollicité, mais en fait, l'actualité est telle qu'en fait, il y a des effets de bouchon. Donc, ils ont dit, on ne peut pas la publier maintenant, mais bon, comme en fait, l'idée, c'est quand même de publier cette tribune avant le vote de la loi sur le séparatisme. Donc, vous la trouverez sur le site de la Fédération, je pense, aujourd'hui. Et ça me paraît, si vous voulez, en tout cas, une des voies possibles, de se dire finalement comment, à un moment donné, en fait, on construit des alliances dans cette perspective de continuer à faire vivre la démocratie, ses contradictions. Et ça me paraît extrêmement important dans un moment comme celui que nous vivons aujourd'hui. Voilà. Du coup, je ne voudrais pas être trop long. Et du coup, aussi, un élément qui me paraît important dans ce qui a été dit, c'est comment les personnes qui sont concernées, je pense à ce qu'a dit notamment Raline, mais il n'a pas été le seul à le dire, je pense qu'Amina a dit un peu la même chose, si vous voulez, c'est que lorsqu'on est identifié comme personne concernée, en fait, du coup, on se sent encore moins légitime à pouvoir parler. Et ça, je pense que c'est vraiment un nœud vraiment important, parce qu'effectivement, il y a une forme de disqualification. C'est des choses que j'ai entendu dans le travail que je conduis avec les missions locales, donc les conseillers en mission locale qui travaillent sur ces questions de participation, de démocratie et aussi de travail sur les questions de discrimination, et qu'en fait, on dit exactement la même chose. Et si vous voulez, notamment, ça me fait penser à un article qui est paru dans Le Monde, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu, de Chloé Corman, donc, qui est une enseignante qui est à la fois aussi une écrivaine, qui a écrit un ouvrage qui est vraiment remarquable, qui s'appelle « Tu ressembles à une juive », et qui en fait a pris position juste après l'attentat, à la fois en tant qu'enseignante, et en fait qui finalement a dit des choses qui, dans ce moment-là, étaient assez inattendues, de dire, mais en fait, il y a un gros enjeu au sein de l'éducation nationale à faire en sorte que si on parle de liberté d'expression, en fait, on écoute les jeunes. Donc, en fait, sa tribune, en fait, est dans ce sens-là, tout en disant, en fait, bien entendu, comme chacun d'entre nous, elle était dans l'effroi de ce qui venait de se passer, mais pour autant, ça n'empêche pas de se poser la question de finalement comment aussi les enseignants travaillent. Et dans Le Monde, il y a un article qui me paraît aussi tout à fait intéressant, parce que dans votre travail comme dans le mien, souvent on bricole, c'est-à-dire en fait on ajuste des pratiques, on teste des choses, on voit comment ça fonctionne. Et si vous voulez, ce qui me paraît important de souligner là, c'est que, y compris Samuel Paty, en fait, se questionnait en fait sur est-ce qu'il avait bien fait de faire comme ça. Et je pense que c'est, alors que si vous voulez, du coup, tout à coup, on se dit, oui, en fait, il va falloir forcément, du coup, montrer les caricatures qui ont été publiées dans un journal danois, puis ensuite reprises dans Charlie Hebdo. Et en fait, y compris donc lui, qui l'a payé de sa vie, en fait, se pose cette question-là, que cette question ne faisait pas consensus dans son propre collège. En fait, ses collègues n'étaient pas d'accord avec lui, en disant, mais c'est pas forcément la bonne manière de faire. Et ça, je pense que c'est vraiment important de se poser cette question-là, parce que du coup, il me semble qu'on confond du coup la nécessaire empathie que l'on a par rapport à ce crime effroyable. Et donc moi, sans hésiter, je dirais 1000 fois, je suis Samuel Paty, mais on peut se poser la question de dire finalement, est-ce que lorsqu'on dit je suis Charlie Hebdo, la question c'est pas du tout la même. Si je dis oui, je défends la liberté d'expression de Charlie Hebdo, je dis oui tout de suite. Mais si je dis je partage le contenu de Charlie Hebdo, du coup en fait il me semble que c'est autre chose qui est en jeu. Et si vous voulez, par exemple, dans les réponses qui me sont apparues vraiment comme décalées, qui ont touché notre région, Occitanie, alors j'ai vu qu'il y a des personnes d'Occitanie, le conseil régional d'Occitanie en fait a projeté sur les murs de l'hôtel de région et à Montpellier et à Toulouse les caricatures.
alors qu'en fait, si vous voulez, on sait très bien que le sens de la caricature implique en fait un contrat de lecture. Et donc, effectivement, lorsqu'on achète un journal, lorsqu'on fait le choix de regarder, de choisir tel ou tel caricaturiste, en fait, du coup, on s'attend à ça parce qu'effectivement, on va y prendre un certain plaisir. Mais imposer en fait des caricatures à des personnes qui l'ont pas demandé, en fait, n'a strictement aucun sens. Et du coup, je pense que là, on est dans ce glissement où on voit bien que, et si vous voulez, pourquoi je dis ça? Parce que du coup, bien légitimement cet assassinat effroyable de Samuel Paty donc a créé une émotion. Et du coup, dans des moments d'émotion, si vous voulez, bon, dans ma discipline, moi je suis en sociologie politique, sont des moments en fait qui sont des moments de réélaboration des politiques publiques. Et donc, si vous voulez, on voit bien qu'y compris sur la question du séparatisme, il y avait une position qui était bon, déjà un peu ambiguë, un peu ambivalente, mais qui faisait preuve d'une certaine modération, mais qu'on voit qu'avec l'assassinat de Samuel Paty, en fait, on a une reformulation de la politique en termes de séparatisme qui n'est plus du tout la même. Et ça, je pense qu'il y a vraiment un enjeu où on voit bien qu'en fait, du coup, derrière aujourd'hui, c'est la question, l'emprise sécuritaire qui reste déterminante. Et je pense que c'est important, en tout cas, de pas lâcher en fait ces questions-là, parce qu'on voit bien qu'on est dans des moments qui sont sensibles, où finalement chacun d'entre nous, on peut être hésitant. Donc par exemple, lorsque j'ai discuté préalablement à cette rencontre avec Karine, Viviane, Ralid à un autre moment, et Marc, si vous voulez, en fait, j'aurais dit, ouais, ok pour qu'on travaille, mais on travaille dans un espace sécurisé. C'est-à-dire hors de question d'avoir en fait une visio qui est ouverte voilà, assez largement, parce qu'effectivement, du coup, ça veut dire qu'on ne peut pas aller jusqu'au bout de la discussion. Et je pense que c'est hyper important, si vous voulez, de pouvoir aller jusqu'au bout de la discussion, réfléchir, y compris formuler des accords, des désaccords, aller jusqu'au bout, parce qu'effectivement, sinon, effectivement, du coup, on s'interdit à dire des choses qui paraissent fondamentales, et les choses qu'on s'interdit à dire, en fait, à un moment donné, elles vont ressortir. Et je pense que c'était aussi ce qui a été dit, alors je ne me rappelle plus son prénom, mais par la personne de Grenoble, hein, parce qu'effectivement, si les jeunes se taisent, c'est pas bon signe. Et je pense qu'effectivement, il y a un enjeu extrêmement important, en fait, à ce que les jeunes puissent continuer à s'exprimer, et à exprimer y compris des choses qui sont en parfait désaccord avec les orientations politiques actuelles, voilà, et qu'on puisse du coup être attentif en fait à ce maillage, à faire en sorte que cette discussion puisse continuer à avoir lieu. Voilà, donc ce que je voulais dire, je voulais pas être trop lent, parce que du coup, je vois que du coup, il y a tout le monde commence à se déconnecter. En tout cas, merci pour votre invitation, merci pour les échanges, puisque j'ai aussi appris beaucoup en vous écoutant. Merci beaucoup, Olivier. Et merci d'ailleurs à tous les contributeurs. J'allais dire un petit peu à l'image de quand on organise nos journées nationales, etc. On voit qu'il y a vraiment beaucoup d'intelligence sur tous les territoires, et les collègues sont porteurs d'une expertise. Tout à l'heure, tu étais mal à l'aise avec le concept d'expert. C'est vrai, je suis d'accord avec toi, mais pour le coup, une expertise et un avis hyper précieux. Ça va nous conforte, hein, c'était la première édition de ce qu'on voulait lancer là, et ça conforte vraiment le format, même si là pour le coup on était très nombreux. Là, comme je l'expliquais, l'idée ça va être de réduire un peu le groupe pour aller jusqu'au bout, hein, tu viens de le dire Olivier, du sujet, parce que c'est un sujet, je veux dire, dont on mesure l'acuité, ça a été dit un peu par tout le monde, et dont on mesure aussi, paradoxalement, au même moment, la sensibilité. C'est un sujet qui est, voilà, c'est pas facile, et on l'a bien lu au travers de tous les commentaires qui sont parvenus. J'ai noté plein de choses, plein de pistes, hein, que ce soit les questions de la sémantique, de la prise de position politique qui a été aussi demandée, en disant, mais finalement, comment est-ce qu'on peut s'exprimer, comment est-ce qu'on peut nous contribuer à. C'est d'ailleurs pour ça les petits clins d'œil de Julien qui invitait les collègues qui ne sont pas adhérents à adhérer. Je pense que c'est aussi ça, c'est la force à un moment donné de dire qu'il y a des réseaux de professionnels qui disent des choses, et ces réseaux, ils représentent un certain nombre de personnes, et ce n'est pas anodin qu'on puisse se regrouper aussi au travers d'instances qui permettent ce débat contradictoire, cette idée d'éducation populaire au travers du réseau associatif. C'est fondamental de pouvoir les renforcer. Cette idée aussi que j'ai entendue, l'idée de favoriser la LCD, la remettre finalement devant la scène, et en termes d'empowerment concernant les premiers concernés dans les quartiers prioritaires, je pense que c'est aussi fondamental. Ça rejoint ce qu'on s'est dit, parce que du coup, il y a des choses qui vont remonter. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, Olivier, sur l'idée des surdoués et des sous-doués. J'ai une anecdote, mais je l'ai rencontrée dans un petit groupe de travail avec le préfet de chez nous. Après une petite introduction sur la LCD, c'était juste magique. Relayer le rapport du défenseur des droits, c'est vrai. Je suis surpris qu'il n'ait
pas été très finalement promu, alors que c'est une pépite ce rapport-là. Résistance pour faire du commun en prenant de la distance et en créant de l'intelligence par des séminaires. Ne pas censurer et créer les conditions du débat. Ça, c'est aussi un peu notre job malgré tout. Si on ne le fait pas, qui le fera? J'ai bien aimé aussi l'idée du MeToo de la LCD pour faire en sorte qu'il y ait un réel portage sérieux. Comment est-ce qu'on le rend possible? La formation des acteurs, c'est vraiment revenu à de nombreuses reprises, cette idée. Comment est-ce qu'on s'outille finalement collectivement? C'est des sujets qui ne sont pas simples, le fait religieux ou pas. Comment est-ce qu'on outille les collègues sur ces sujets-là? Et un des termes que tu as utilisé, Olivier, qui pour moi aussi est fondamental, cette idée de stratégie d'alliance. Tout à l'heure, on a évoqué comment est-ce qu'on était en soutien à la Fédé des centres sociaux. Et c'est de se dire, bon, il y a des élus aussi, il y a des politiques qui s'engagent dans ces sujets-là, il y a des collectivités, il y a des fédés. Il faut vraiment qu'on puisse faire corps finalement. Et comment est-ce qu'on construit du commun au travers d'une stratégie d'alliance? Il y a une idée à laquelle je n'avais pas pensé et qui a été évoquée par Mélissa Quillet, qui disait, mais est-ce qu'il n'y a pas de la documentation ou des ressources accessibles à destination des publics qui ne soient pas forcément des choses très, comment dire, pas littéraires, mais en tout cas très, très complexes. Comment est-ce qu'on rend accessible tous ces concepts-là pour justement qu'ils suscitent adhésion et qu'on puisse les former, mais dans, j'allais dire, dans la justice, c'est-à-dire que la laïcité, moi la dernière fois, on a souvent été surpris, mais moi je suis un fervent défenseur de la laïcité. C'est-à-dire que d'un côté, je vais avoir des discours où je défends la condition des minoritaires, etc., ou des postures finalement en lien avec la liberté. Mais je suis un laïc à 1000%. Et cette idée de se dire, bah, comment est-ce qu'on défend au travers du plus grand nombre les concepts qui sont travestis par le discours qu'on essaye de leur faire porter au niveau national. Et on me disait de raconter juste la petite anecdote là, du préfet. J'interviens et tu sais, tout à l'heure, tu disais, en tant que concerné, c'est difficile de prendre la parole. Et c'est vrai que, par exemple, sur les discriminations, j'ai toujours été un peu gêné. J'aime bien quand c'est une Céline Dives qui parle, qui intervient, ou une Floréal, ou sur les sujets-là, mais Khalid Ida Ali qui parle de discrimination liée, alors pas au genre pour le coup, mais à l'origine, c'est pas simple, c'est pas facile. Et j'ai trouvé des éléments de langage finalement en me mettant dedans. C'est-à-dire que finalement, on discrimine tous, quoi. Et pour le coup, bon, je termine mon propos et vraiment j'accentue là-dessus en disant, mais finalement, on est tous concernés. Et à la fin du propos, il y a le préfet qui dit, bon, très intéressant ce propos de M. Ida Ali. Et effectivement, ça concerne largement le truc. Mais nous, fonction publique, on n'est pas concernés. Et on ne peut pas être concernés. Alors ça, bon, voilà, en gros, tout ce que j'ai dit n'a servi à rien. Et ça a été repris par le représentant départemental des forces de police qui dit « Et ce que tu dis, c'est bien, c'est intéressant, c'est vrai qu'on peut s'interroger, mais nous aussi, on est discriminés par les jeunes. » Et c'est cette idée de ce que tu disais, mais finalement, il y a cette capacité à outiller tout le monde pour faire en sorte qu'on parle le même langage et qu'il n'y ait plus les surdoués d'un côté et les sous-doués de l'autre. Je pense que c'est fondamental. Merci à tous. On vous fera suite par rapport à la manière dont on va s'organiser finalement pour approfondir le sujet et les différentes pistes qui vont être creusées. Donc merci et merci à l'équipe. C'était hyper fluide malgré le nombre. On était 80 et tout le monde, en tout cas tous ceux qui ont voulu s'exprimer ont pu le faire et ça s'est fait de manière assez truc. Et un grand merci à Olivier et à bientôt. Il y a juste pour finir, il y a Céline qui nous fait le grand honneur et grand plaisir de nous avoir fait une facilitation graphique et que j'essaie de vous partager. Alors, attendez, est-ce que Mathieu peut m'autoriser le partage d'écran? Si c'est possible. Et c'est bon, vas-y. C'est bon, je peux y aller. Et donc, normalement, regardez. Est-ce que vous voyez? Ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Oui, c'est bon. Voilà. Merci Céline. Merci beaucoup Céline. Bon, eh bien, écoutez, merci à tous. Stratégie d'alliance. Ouais. C'est une des grandes leçons aussi, moi je trouve, de ce temps,
c'est l'identification de ressources sur l'ensemble des personnes qui ont participé. Tout le monde a mentionné au moins soit une référence, soit une production, soit une construction d'outils. Et je pense qu'on a intérêt aussi à s'appuyer sur ce qui a déjà été fait pour gagner du temps sur ces sujets qui sont fondamentaux. Merci à tous. On vous transmet tout ça la semaine prochaine dans les meilleurs délais, juste après l'Assemblée générale de l'IRDSU qui se dote d'un nouveau conseil d'administration et d'un nouveau bureau la semaine prochaine. Merci à tous.